Mesdames, messieurs, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de cette émission hebdomadaire à partir de Constantine. Mais aujourd'hui, le programme est un peu spécial. On va rester un peu dans l'ambiance de l'Aïd. Et en plus, on aura une petite rallonge jusqu'à 10h avec nos amis de la station régionale de Ouargla, avec notre confrère Farhat Mouzaoui. Ça sera dans la dernière partie de l'émission. Donc ça veut dire que c'est un bon jour d'Algérie un peu spécial qui va s'étaler jusqu'à 10h avec un programme assez varié. On va commencer bien sûr par le dispositif mis en place par la protection civile pour protéger les forêts en cas d'incendie, mais aussi on va parler des accidents de la circulation routière avec le docteur commandant Mahmoud Hamdi qui va représenter la protection civile dans la première partie. En deuxième partie, on parlera de diététique, de nutrition, surtout de l'abus à ne pas faire, surtout en ce moment avec la viande de mouton, puisqu'on est encore dans la fête de l'Aïd, et la consommation excessive va peut-être déranger notre métabolisme qui va être perturbé. Donc c'est pour ça que nous avons pensé à inviter Jamal Mkhancha, qui est nutritionniste et qui viendra nous parler de ce qu'il faut surtout éviter de manger. En dernière partie d'émission, on reviendra sur la canicule, la chaleur, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire pour garder ce qu'il faut faire pour se protéger du soleil, parce que nous sommes en plein été avec une chaleur excessive ces derniers jours, et la chaleur est un risque, surtout pour l'insolation, pour les personnes âgées et les enfants en bas âge. Le docteur Moussaoudi Zohir, qui est néphrologue, viendra nous en parler. Et ensuite, nous allons nous câbler avec la station régionale de Ouargla avec notre confrère Farhat Mouzaoui qui, lui, va nous parler un peu de l'ambiance de l'Aïd, puisqu'on reste encore dans les fêtes de l'Aïd, comment l'Aïd a été fêté à Ouargla. Voici le programme et la balade hebdomadaire sur la ville de Constantine avec la voix du maestro, l'inégalable Mohamed Tarf El-Ghani, Rabbi Yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت. Voilà, petite balade en cette période estivale, on va dire, même si l'été n'est pas encore là, oui. Mais la chaleur est là. Marhaba bik, c'est Mahmoud. Aïd Mbarouk d'abord. Même en retard. Oui. Nous sommes toujours dans la fête de l'Aïd. On est toujours dans la semaine de l'Aïd. Et surtout, la semaine, elle a été dure, rude, beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail, surtout la semaine a dit. Mais les chaleurs, mais les accidents de circulation, mais beaucoup de choses. Alors, les accidents, justement, les accidents de la circulation, je crois que l'Aïd a été un peu meurtrier. Il y a eu beaucoup d'accidents, c'est ce qui est dommage. Parce que peut-être, normalement, on ne voyage pas beaucoup durant l'Aïd, mais quand même. Mais même si les gens se déplacent pour aller chez leur famille dans les wilayas. Donc c'est parmi les choses qu'on rappelle toujours à nos concitoyens et surtout les conducteurs de véhicules d'être prudents, surtout lors des déplacements. La cause principale, c'est surtout la fatigue. Les gens يرقدوا lors de la conduite كان des fois مع هاد la chaleur تلقاها ويصوغ يقدر حتى يرقد في الطريق ويصرى لاكسيدون فاسيلمون مع ثاني les autres choses كما l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, c'est les causes principales de. Ou des fois, les gens veulent faire la tournée, toute la famille en quelques heures. Voilà. En quelques heures, c'est impossible. Donc il faut être prudent et prendre son temps. D'accord. Et surtout, mais bien sûr, là, vous êtes quand même intervenu. Il y a eu on a vu beaucoup d'accidents, même en secteur urbain, oui, c'est-à-dire en secteur même urbain, pas hors de la ville. Même au niveau de l'autoroute, au niveau des routes nationales, il y a eu beaucoup d'accidents. Des accidents avec des blessures graves et même des décès. C'est vrai, là. C'est vrai, quand on voit les images des accidents, nous, on aime montrer les images choquantes comme ça, c'est pour un peu éveiller pour sensibiliser les gens. Ouais. Et là, on a vu quand même beaucoup d'accidents, surtout dans les routes, surtout en cette période de l'Aïd. Donc, la vigilance est de mise, surtout pour les citoyens
Et surtout, il ne faut pas conduire comme si on était seul au monde, mais surtout conduire par rapport aux autres. Oui, surtout fait la période début d'été. Donc il va y avoir beaucoup de déplacements. Donc les gens vont se déplacer au niveau des zones de loisirs, soit les montagnes, ou là au niveau des barrages, ou là même au niveau des plages. Donc il y a un risque accru d'accident. Donc il faut être prudent, il faut toujours s'assurer, il faut respecter le code de la route surtout. Surtout le respect du code de la route et surtout l'excès de vitesse. On ne dira jamais assez. Généralement, les causes principales, c'est l'être humain. C'est le non-respect du code de la route. Ils font des queues de poissons, ils déroulent des dépassements dangereux, et beaucoup de choses. Et c'est vrai que les jeunes, avec les drives, je ne sais même plus comment ils s'appellent ça, sont en train de faire des folies. On appelle aussi le citoyen à être très vigilant sur les routes. Ça, c'est important. L'autre l'autre axe de sensibilisation, c'est aussi les feux de forêt, puisque là, vous avez un dispositif qui est mis en place sur le plan national. Voilà, sur le plan Donc la Direction générale de la protection civile a mis en place un dispositif national pour la lutte contre les feux de forêt. Donc nous avons plus de 19 000 agents de la protection civile répartis sur 505 unités de la protection civile qui, les agents vont assurer la première intervention. C'est les unités au niveau de chaque wilaya, au niveau de chaque secteur, la première intervention qui sera renforcée par l'installation. Donc, ils vont être installés avec 65 colonnes mobiles sur le territoire national. Alors, les colonnes mobiles, c'est quoi exactement? Les colonnes mobiles, c'est un détachement de 58 éléments de différents grades avec des moyens matériels et personnels qui sont réquisitionnés dans une caserne pour renforcer les unités, les premières interventions, c'est les feux de forêt. En plus, donc ils peuvent renforcer les premières interventions. Également, ils peuvent être utilisés en cas de feux de forêt, c'est les wilayas limitrophes. Donc, comme renfort aux wilayas limitrophes. C'est un commando de feu, mais qui est là, qui est à la disposition, de la wilaya où il est installé, pour renforcer les unités d'intervention. Et également, en cas de besoin, au niveau des wilayas limitrophes, parce qu'il y a un feu étendu, un feu important, où il y aura renforcer les wilayas. Comme nous, à Constantine, généralement, on dit 65. كان des wilayas où il y a une seule colonne mobile, ou كان des wilayas où il y a des forêts importantes. عندهم كان يوصلوا حتى 2 حتى 3 colonnes mobiles. Donc, quand il y a par exemple la wilaya de Tarf, c'est important. Tarf, comme exemple, Tizi Ouzou. Tizi Ouzou a tellement une forêt importante, on a 3 colonnes mobiles pour pouvoir couvrir l'ouhda. Le dispositif, il est renforcé en deuxième lieu par les colonnes mobiles, des détachements régionaux. Ah, d'accord. Ils ont créé également des détachements régionaux. Les détachements régionaux, on a 6 détachements régionaux qui regroupent le total de 200 agents de la protection civile. Pour rappeler que les colonnes mobiles 65, c'est l'équivalent de 3800 agents de la protection civile. L'équivalent 3800 agents de la protection civile. 65 colonnes mobiles, on a 3800 agents de la protection civile. C'est important quand même. Les détachements régionaux, on a fait certains wilayas où ils vont renforcer. Par exemple, on a fait l'Est, on a Tarf et Khinchla. D'accord. كاين بويرة قادر بيجايا بالعباس الشلف et même بالعباس هادو من 6 ولايات وين عندنا 6 détachements régionaux pour assurer ils vont couvrir plusieurs wilayas en cas de besoin. En cas de besoin, c'est vrai, mais il y a aussi, encore une fois, c'est le citoyen qui est le premier. C'est le premier maillon de cette chaîne, oui. Donc, on sensibilise la population pour alerter en cas de début de feu. Pour éviter l'extension de le feu. Donc, il va atteindre une forêt importante. Pour renforcer le dispositif pour la lutte de forêt, nous avons un dispositif aérien. Donc la protection civile a mis en dispositif l'équivalent de 12 avions Air Tracker, c'est des AT-802. Ils vont couvrir également, on a 2 avions de la protection civile et également des hélicoptères de la protection civile 6. Les hélicoptères de la protection civile, ils vont assurer les reconnaissances et les surveillances. Également, on va être renforcé par le renfort de l'armée de libération nationale, l'armée populaire,
l'armée algérienne. Donc elle va nous renforcer par 2 avions, des avions BE-200 pour les feux de forêt, également les hélicoptères de l'armée nationale. Également, on a recours aux hélicoptères de la police et de la gendarmerie qui vont être utilisés pour tenir les reconnaissances et les surveillances. Donc ils peuvent nous alerter en cas de début de feu à tout moment. Le dispositif Camel aérien, il a été mis en place pour pouvoir en même temps les reconnaissances et les surveillances et en même temps l'utilisation de moyens de la protection civile et les moyens de l'armée pour éteindre les feux le plus rapidement possible. Le plus rapidement, en cas bien sûr de sinistre, parce que il faut le dire que en cette période de chaleur, surtout en ce moment avec la canicule, le risque est accru. Le risque est accru avec les pics de chaleur. Donc facilement un début de feu peut survenir à tout moment. Donc il faut être vigilant. En collaboration avec les services de forêt. Les services de forêt qui sont vos partenaires surtout. Surtout au niveau des forêts ou au niveau des... Ils connaissent bien le terrain et oui. Je sais que c'est une opération commune. Il y a aussi le fait que les citoyens ne doivent pas aussi aller faire des barbecues en plein forêt. Déjà. Voilà. Le mois de mai, octobre, normalement il est interdit, strictement interdit. De faire d'allumer des feux au niveau des forêts, les barbecues, donc c'est strictement interdit. La période de juin fin octobre. De fin mai jusqu'à fin octobre. Voilà, fin octobre, donc il est strictement interdit pour éviter tout risque. Et puis surtout éviter de jeter aussi, bien sûr, les bouteilles, tout ce qui peut servir d'étincelle. Donc déjà la période la période de mai, il y a un dispositif qui est assuré par les services techniques. Les travaux publics, les services communaux, pour essayer, les routes nationales, les routes communales, les routes, les bordures de route, une bande de sécurité. وين ما يخليوش لا فيجيتاسيون كتلقاهم بلا بيريود هذه الاخرى داروا النيطواياج تاع هادو لي بوردور دو روت بور ايفيتي هذا لو ريسك سورتو لي ميغو دو سيجارات لي بو دو فير اي شيء يبو ديكلونشي ان فو دو فوري donc il faut éviter de... D'abord, c'est impropre, c'est pas bien, c'est sale de jeter un peu partout, surtout dans les forêts. Il faut faire attention, les déchets, il faut ramasser ces déchets. Donc ils peuvent être source à déclencher des feux de forêt. C'est beaucoup de boulot quand même. Et on a vu que ça peut être mortel. Oui. Au-delà de l'aspect économique et environnemental, ça peut être aussi fatal. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et que vous mettez un dispositif aussi important et la mobilisation de tous ces éléments pour lutter contre les incendies. Également, il a été mis une campagne de sensibilisation pour la lutte. On a une caravane de sensibilisation début de mai. La campagne se déplace au niveau des communes de la wilaya de Constantine pour la sensibiliser surtout les agriculteurs, parce que la période c'est la période de récolte, les moissons. Récolte pour les sensibiliser sur le risque des feux de forêt. Les feux de forêt et feux de récolte. Les feux de champ. Feux de champ. Parce que c'est l'autonomie alimentaire. Donc c'est très important pour l'Algérie. Donc la campagne de sensibilisation, donc la caravane se déplace au niveau pour les sensibiliser sur ça. Également, on a pour assurer la récolte de moissons, la wilaya de Constantine, on a mis 8 points de proximité où on a des dispositifs de surveillance de la protection civile. Ce n'est pas des unités d'intervention, même c'est des points avancés, proches au niveau des zones où il y a les récoltes. On في بن حميدان في ديدوش في نعبيد وين هادو c'est des points très proches où ils peuvent intervenir à tout moment en cas de début de feu de récolte. Quand ils commencent à la moisson. C'est vrai qu'il y a un risque puisqu'il y a ces mécaniques. Donc il peut y avoir des la campagne. Donc ils sensibilisent les agriculteurs, ils déroulent des petites formations sur l'utilisation des extincteurs. Parce que même la moissonneuse batteuse a un extincteur.
comment Mais il va aussi, l'utiliser. c'est vrai que comment l'utiliser. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des extincteurs, mais au final, quand il y a le feu, ils ne savent pas l'utiliser. Donc il Ça, c'est trophée bien. pas donc comment il va l'utiliser parce que هذيك la petite étincelle في الدébut يقدر يطفيها خلاص c'est bon. Donc l'utilisation de l'extincteur, la présence d'une citerne ديما تكون قريبه في لو مومون تاعو كي يدير هذه كما يقولوا لا موسون كما تخدم لا موسونيز باتوس اي ميم لي زور ميم ثاني لي زور دو ريكولت Eh oui. حنا ماشي في لو بيك دو لا شالور تروح دير الوحده. Mais en général, ils veulent se débarrasser de rapidement de ce travail, parce que c'est vrai que bon, c'est le moment de récolter, avec surtout donc c'est le moment. C'est le moment. Il reste bien sûr l'autre campagne, c'est aussi les baignades, là où voilà, pas seulement en mer, mais aussi dans les retenues d'eau. Sur ce plan, la protection civile a mis un dispositif national. نبداو au niveau des plages عندك sur les 14 wilayas côtières عندنا presque 11 400 agents de la protection civile entre agents, plongeurs, de la protection civile et surveillants de baignade, c'est les saisonniers. هادو pour assurer la couverture des plages en période estivale. À peu près on a plus de 447 plages surveillées في le territoire national. Parmi les conseils اللي ديما ننصحوهم donc surtout les jeunes ما يروحوش يعوموا في les plages non surveillées وين surtout les plages وين كاين les rochers les rochers ils font des plongeons là ils ne sont pas surveillés donc l'intervention de la protection civile يكون عباك باش ياليرتيو ويوصلوا les secours c'est un temps des fois c'est trop tard. La majorité des baigneurs اللي ماتوا في les plages non surveillées. Donc في les plages surveillées le risque il est minime parce que l'intervention elle est rapide. Elle est rapide puis ils sont là, les agents sont mobilisés. Ils sont en surveillance. ثاني le problème درك مع surtout مع les canicules ثاني il faut surveiller احنا عندك درنا même donc كما نقولوا في هادو les maisons de jeunes ou même au niveau des centres culturels. Là où il y a les jeunes, là il y a les centres culturels درنا des campagnes de sensibilisation sur le point sur le risque de la mer ou sur le risque تاع هادو les baignades تاع les lieux qui ne sont pas dédiés à la baignade. عندك les retenues d'eau, donc عندك même les bachao, les barrages. هادو c'est des كما يقولوا c'est des retenues qui sont dédiées pour l'agriculture. Ils sont pas dédiés à ça. Oui, c'est pas fait pour la baignade. عندك soit هادو في les lacs ou là au niveau des barrages. عندك مش كيما par exemple في la plage il y a du sable وين عندك une stabilité. Là c'est de la vase. Oui. تلصق يعني تلصق facilement. Donc éviter et surtout conseil pour les parents باش يسيرفي ولادهم surtout en période de canicule. عندك اولاد عندك il faut les contrôler. هذه faut les surveiller. Yatek Sahassi Mahmoud, merci beaucoup pour ce que vous avez donné comme information. C'est que vous avez beaucoup de travail. C'est pour ça que j'essaie un peu d'écourter votre passage. C'est pas pour pénaliser, mais c'est pour rendre service, parce que je sais que vous êtes appelé à vous déplacer sur le terrain. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. Et puis on vous souhaite bon courage pour l'été. Le travail ne fait que commencer. Merci beaucoup. Je vais vous offrir une chanson, même si elle vient de Annaba. Ça sera une chanson qui est un peu un terroir modernisé avec Rachel.
قليل النايا ودور زمان وتولي ليا لالي 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 هاد اللالي يما لالي لالي حنانيا لالي لالي باعوني برخيصة وصومي غالي لالي لالي La belle chanson qui est appelée à d'autres initiatives comme ça, moderniser le patrimoine tout en le laissant, bien sûr, en le préservant. On va parler de nutrition et surtout en cette période de chaleur avec Jamal Mkhancha. Marhaba bik d'abord, merci d'être là. Eid Mbrouk. Oui, Eid Mbrouk au Koul. C'est encore l'Aïd. Oui, c'est encore l'Eid. Ce sera autant de fois qu'on le voudra. Alors, c'est vrai que, bon, Aïd Kbir, mouton, premièrement, on doit surveiller quand même. Oui. Il faut le dire, la consommation. Puis on n'est pas habitué, je crois, à consommer autant de viande dans une aussi courte période. Oui, on n'est pas habitué et parfois on est peut-être obligé, mais il ne faut pas oublier que si on revient un peu aux traditions, c'est aussi une fête de partage. Donc, en principe, le mouton qu'on égorge est aussi destiné à être partagé avec les nécessiteux. Mais elle n'est pas forcément destinée à une consommation familiale, domestique. Domestique. Bon, mais il se trouve que maintenant, chacun tient à égorger son mouton, quel que soit son pouvoir d'achat, parce que bon, il faut quand même faire comme les autres, et puis ça fait plaisir aux enfants, etc., etc., etc. Donc voilà, on est dans cette situation-là. J'ai eu à dire une fois que un mouton, c'est quelque chose comme une trentaine de kilos poids vif. Une fois dépecé, une fois vidé, nous avons ce qu'on appelle la carcasse qui est souvent suspendue chez les bouchers. Ça nous ferait quelque chose dans les 15 kg, à peu près 50% du poids c'est la moyenne, c'est une quinzaine. Alors, on sait à peu près, bon, je donne un chiffre pour faciliter les calculs mentaux, un chiffre, une taille de ménage de 5 personnes adultes, c'est la moyenne également des algériennes. Alors, dans nos recommandations, on ne recommande pas la consommation de viande tous les jours. On recommande une consommation de viande 2 à 3 fois par semaine, de viande rouge. Parce qu'on peut la remplacer par des œufs, par de la viande blanche, par du poisson lorsqu'on peut, etc. Donc 2 à 3 fois, pour faciliter aussi les calculs, je dirais autour de 100 grammes par personne. Bon, c'est variable en fonction des mais là, si on fait le calcul que vous disiez, c'est 3 kilos par personne. Ça veut dire, ça veut dire qu'on peut manger 3 kilos par personne. 3 kilos par personne. Non, moi je dirais que nous avons d'à peu près 300 grammes par semaine. 100 grammes 3 fois par semaine, ça fait 300 grammes par semaine. Mais si on divise effectivement les 15 kilos par 5 personnes, ça fait à peu près 3 kilos par personne. Oui. Donc ça veut dire que nous avons une consommation pour 3 kilos et 300 grammes, ça veut dire pour 10 semaines. Normalement, le mouton dure 10 semaines. Donc la part de chaque individu serait pour 10 semaines. 10 semaines, c'est... 10 semaines, c'est combien de mois? Je te donne 2 mois et quelques. Oui, c'est 2 mois et demi. 2 mois et quelques, donc nous en avons à peu près jusqu'au mois d'août, etc. Et si on n'a pas les moyens de stockage, si on ne fait pas attention à tout ça, si on ne fait pas attention à ça. Il y en a beaucoup qui vous disent qu'au bout d'une semaine, quand la famille est assez fournie, qu'au bout d'une semaine, il ne reste plus de viande. Donc ça veut dire qu'on a un peu forcé sur la consommation de la viande, et parce qu'on est obligé aussi, ou alors parce que nous avons donné peut-être une épaule à un tel, le gigot à un autre, etc., qu'on a invité probablement des gens, qu'on a fait une petite, qu'on a sorti quelques plats ou quelques denrées pour les nécessiteux, pour les pauvres. Dans certains cas, moi je sais que parfois on envoyait une quantité de viande aux orphelinats, aux maisons de personnes âgées, quand on en faisait. Même si, maintenant, ils ont leurs moutons. Hein. Moi, je l'ai vu. Il faut bien qu'on fête un petit peu ça, même si on est dans des... Vous disiez au début, c'est une fête de partage. C'est une fête de partage. Et puis, on avait aussi traditionnellement des moyens, des possibilités de différer, si vous voulez, la consommation de viande. On faisait sécher la viande, on faisait du gueddi, on faisait le khli, on salait la viande.
On faisait aussi une espèce de condiment et de préparation qu'on utilisait pour les hivers, pour les haïches et pour les plats spécifiques pour les hivers, le mertoucha. Alors, je demande aux gens qui connaissent le mertoucha, la tamretoucha, etc. à cette époque. Moi, j'ai eu l'occasion, évidemment, de travailler sur ça. Et c'est une préparation à base de viande séchée, le mouton. Bon, il y avait des préparations qui... bon, l'asbana, on la connaît. Après le mouton. Mais cette mertoucha, dans beaucoup de régions algériennes, continue à être préparée. Et ce sont des petites boulettes qu'on va conserver pendant très longtemps dans un petit mezwoud, etc., etc. Ou alors dans un bocal. J'ai eu à le conserver, moi, au niveau du laboratoire. Ça a duré plusieurs semestres et ça n'a pas bougé d'un iota, pas de développement de moisissure, rien. Et alors c'est très goûteux, c'est très épicé, de la klila, de la viande séchée, de l'ail, de l'oignon et puis du sel voilà, c'est pas mal d'autres herbes. C'est conservé pendant plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Et puis lorsqu'on va préparer un bon plat de haïch, au lieu d'utiliser les fameux cubes, bouillon cubes, une bonne petite boulette de ce produit-là, avec son gras, son relent de viande séchée, etc., donner beaucoup plus de goût à l'épice. Ça, c'est un petit peu perdu, mais il faudrait peut-être réhabiliter tous ces produits du terroir. Ça, c'est un de ces jours. Oui, on pourra parler de mertoucha, à ton invitation, un de ces jours, et puis présenter un peu ce que c'est que le mertoucha. Le mertoucha, c'est l'occasion d'en parler. Enfin, sommairement de citer, mais c'est bien de... Mais je le cite à cette occasion. C'était à l'occasion, comme le asbana. Aujourd'hui, nous connaissons le asbana. Et je peux même rappeler que dans l'histoire de l'asbana, elle se préparait aussi autrement avant, parce que avant, lorsque les moyens existaient, on mettait les parties nobles des abats. C'était des petits morceaux de cœur, des petits morceaux de foie qu'on mettait. Mais bon, c'est comme pour toute chose, lorsque le pouvoir d'achat est un peu difficile. Ouais. Donc, on a fait dans la asbana un peu de tout. Mais ça, c'est aussi bon parce que je trouve que... C'est pas mauvais. Que le fait de rajouter autre chose que d'autres parties d'abat, parce que moi, j'ai eu à travailler également sur l'asbana et on a pu identifier 40 manières, 40 recettes différentes. Et puis, les gens se sont mis à introduire des légumes dans l'asbana. Et ça, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est nutritionnellement extrêmement bon. C'est ce que j'allais dire. Introduire un peu de poivron, un peu de tomate, un peu de tous les légumes, un peu de carottes. Et ça améliore l'asbana et ça améliore sa qualité nutritionnelle et que ça n'en fait pas un plat forcément trop gras, trop copieux. Voilà. C'est très copieux. Non, mais j'allais dire, l'asbana dans sa forme n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais elle nous fait perdre, comme toute la viande du mouton, elle nous fait perdre le contact avec les légumes pendant une certaine période. C'est pour ça que l'introduction d'un peu de riz, d'un peu de légumes et de la diminution également de la matière grasse et de la shahma dans l'asbana peut faire à ce que l'asbana se rapproche beaucoup plus des recommandations un peu nutritionnelles. On peut en faire un aliment nutritionnel. Ok, le carcé, oui, j'allais te dire à d'autres. À d'autres, je n'ai encore jamais vu. Bon, c'est clair que la matière grasse n'est pas soluble dans l'eau, ça tout le monde le sait. Alors comment peut-on concevoir qu'un jus de citron, qui est forcément une solution aqueuse, un truc c'est de l'eau, c'est de l'eau aromatisée avec un petit peu d'acide, ne peut pas diluer la matière grasse. Pour séparer la matière grasse, il faut des solvants assez forts, tels que l'acétone, tels que l'hexane, mais ça, c'est des produits qui ne sont pas consommables et qui sont toxiques pour l'organisme. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut rester modéré. Et puis nous ne sommes pas trop faire confiance au citron. Et il ne faut pas s'imaginer que notre graisse à nous, subitement, le petit jus de citron va passer pour attaquer ces cellules adipeuses. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se passe pas comme ça dans l'organisme. Même s'il rafraîchit très bien, il nous enlève cette... Oui, là on est entièrement d'accord. Comme on dit chez nous, voilà, donc pour un peu se rafraîchir, pour un peu donner une sensation de bien-être, etc. Mais cela ne résoudra pas le problème de notre matière grasse. Bon, à part la modération... Ni la tienne ni la mienne, c'est pas le citron. C'est pas le citron, là. Non. C'est l'activité et s'éloigner de cette sédentarité qui nous tue. Est-ce qu'on doit faire plus de sport en ce moment? Non, bouger, pas forcément s'inscrire dans une activité sportive. Il faut bouger, il faut marcher. Il faut brûler. Ouais, il faut brûler, il faut dépenser. Moins de voitures. Choisir les heures. J'allais dire, oui, en cette période de chaleur, il fait chaud. Il faut choisir les heures. On va recommander aux gens de ne pas... Il ne faut pas oublier qu'il fait jour à 6 h du matin, à 5 h 30 du matin, donc un petit peu de courage et puis allons-nous faire une petite,
un ou deux milliers de mètres à la fraîcheur du matin. Puis on peut se rattraper, bien sûr, il y a la sieste qui est très bonne et qui est excellente, et elle est recommandée en plus. Mais c'est de la sédentarité aussi, la sieste. La sieste, mais mliha. Oui, mliha. Faut pas en abuser, pour elle est l'équilibre, codifiée, elle aussi, comme tout ce qui voilà, est une bon petite pour le corps. 15 à 20 minutes de petite sieste, de somnolence, c'est bon, c'est bon. Très bien. Alors, vous m'avez donné un chiffre. Je vais demander à Hamza de se lever. Bon, je ne sais pas s'il arrive, lui, il est mathématicien. Hamza, est-ce que tu peux lire d'abord ce chiffre? Oui, bon, là, on sait quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ça peut être cadré 7. pour que les téléspectateurs puissent le voir aussi. C'est 7 fois 3, il y a 21 chiffres Milliers. après. Ouais. Je ne sais même pas. Alors, ça, c'est quoi Bon, exactement? on peut avoir le millier, les trois premiers chiffres, à droite. Hein, voilà. Donc, nous avons les 3 derniers zéros. Ensuite, les 6 derniers zéros, on est au niveau du million. On est dans les 650 millions. Et puis ensuite, on est dans les milliards, dans les 869. Là, on est même plus que les billiards, les trilliards, je crois, je ne sais voilà. même plus comment. C'est assez compliqué. Mais c'est quoi d'abord, Jamal? Compliqué. Alors ça c'est quoi? C'est 2 à la puissance 72. Alors pour ceux qui sont un peu pratiques, c'est 2 à la puissance 72. Bon, Okay. il faut savoir que, bon, je plante un petit peu le décor, il faut savoir que 2 à la puissance 0 est égal à 1. Tous les chiffres qui sont à la puissance 0 sont égaux à 1. Mais il faut associer. Alors, pour associer ça, beaucoup de gens me posent la question sur l'hygiène des denrées alimentaires et l'hygiène de notre viande, notamment la viande de mouton. La carcasse du mouton. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, on va aller dans le monde des microbes. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis rentré ici tout à l'heure, j'ai dû ramener au moins un microbe avec moi. J'en ai ramené plusieurs. Mais au moins. Mais au moins un, parce que j'en ai ramené plusieurs. Alors, un seul microbe, en moyenne, ça dépend des espèces, ça dépend des souches, en moyenne, un seul microbe se multiplie par 2 en 20 minutes. C'est-à-dire 20 minutes après, aujourd'hui, au top que je vais donner là maintenant, un microbe, 20 minutes après, va me donner 2 microbes. D'accord. Bien, donc on passe, ensuite c'est 2 microbes, 20 minutes après, chacun va me donner 2 microbes. Ça va nous faire 4. 4. Après, oui. Ensuite, et ça augmente. 20 minutes après, 20 minutes, chacun des 2 microbes va me donner 2 microbes, on va être à 8. À 8, 16, et ainsi de suite. Donc c'est comme si on avait toutes les 20 minutes une puissance de 1 qui s'ajoute. D'accord. Alors, combien qu'il y a de fois de 20 minutes en 24 heures? Bon, vous avez sûrement fait le camp. Alors, en une heure, il y a 3 fois 20 minutes. 3. Donc, en 24 heures, il y a 3 fois 24, 72. 72. 72 périodes de 20 minutes. Donc, ça veut dire qu'un microbe qui est rentré avec moi tout à l'heure, dans 24 heures, me donnera autant de petits enfants. Autant de petits enfants et de petits... Ce chiffre mirobolant voilà. Que l'on arrive même C'est-à-dire pas à un microbe, décoder. on passe à cela. Et ça revient à dire que lorsque j'expose ma carcasse à l'air libre, un seul microbe, il y a déjà pas mal de microbes dessus, mais un seul microbe me donnera en 24 heures d'exposition à l'air libre ces microbes. Ah. Alors, moi, mon corps... Moi, j'ai peur. Moi, mon corps n'a pas peur d'un seul microbe. Moi, mon corps ne peut pas réagir lorsque le nombre de microbes est important comme ce chiffre. Et ça, c'est pour un seul microbe qui est venu. Or, nous avons déjà des millions et des millions de microbes sur nous. D'accord. Et là, ça, c'est un problème. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on m'avait posé la question une fois pour ce qui est de la congélation. Voilà. Si on congèle un produit qui n'a pas subi de traitement d'élimination des microbes, on a congelé le produit et les microbes qu'il avait avec au départ. D'accord. Et comment éliminer? Et donc, lorsqu'on va ressortir le produit du congélateur, tous les microbes qui se sont endormis par le froid, il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont pas supporté le froid, oui. qui sont morts, ou d'autres qui étaient déjà en fin de vie, donc qui sont morts. Mais la grande partie va ressusciter, va se remettre à vivre et se multiplier. Et donc, vous avez eu 100 microbes au moment de la sortie du congélateur. 24 heures après, c'est 100 qui multiplient ce nombre-là. Et si vous remettrez au frigo, vous allez remettre tout ce nombre-là qu'on avait vu, que vous avez montré à l'écran, tout ce nombre-là au niveau. Alors, comment faire pour justement protéger notre carcasse de ces microbes?
qui peuvent se... Je n'ose même pas dire multiplier. D'abord travailler avec de proprement, dans un endroit propre, dans un endroit qui soit le moins contaminant possible, avec des outils propres, avec des mains propres, les laver autant de fois qu'on peut. Donc l'élément eau va être très, très important à ce niveau-là. Une fois que la carcasse a été vidée, nettoyée, il faut la rincer parce qu'il y aura toujours des débris de viscères, des débris de déchets, d'excréments, etc. Voilà. Et donc on va limiter au maximum, bien rincer la carcasse, notamment la surface, faire moins de blessures au niveau de la carcasse parce que toute blessure est une porte d'entrée de microbes aussi. Oui, oui. Et voilà, donc voilà, on ne peut que limiter le phénomène. On se défend. Voilà. Voilà. Sauf maintenant, il n'y a que la cuisson par la suite, qui est la chaleur, la cuisson à point, et non pas la demi-cuisson ou la cuisson saignante, qui va nous permettre d'éliminer la quasi-totalité des micro-organismes et nous permettre de manger quelque chose de sain. Ouh là là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas finalement. Hein, il fallait envers des microbes, sincèrement. Moi aussi, par je habitude. l'ai appris. Oui, bien sûr. Je ne suis pas né avec cette connaissance. Mais bien sûr, on dormira moins bête aujourd'hui, surtout avec cette histoire de microbes. C'est bien, c'est pour ça qu'à chaque fois que l'on va au contact de la viande, se laver les mains, c'est important. La viande et toutes ce qu'on appelle les denrées qui sont fragiles, et qui sont très fragiles et très parce que les microbes aiment bien la viande. Ouais. Ah, d'accord. Mais ils voyagent plus, se multiplient plus avec la viande. Dans la viande et dans les légumes aussi. Ils aiment bien. J'allais dire les légumes parce qu'il est recommandé de les même de laver. Voilà, de laver, ne pas oublier que nous sommes. Et ne pas oublier, je reviens une fois qu'on a terminé le travail de la carcasse, de bien nettoyer l'espace où nous avions. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois malheureusement que des gens font monter des carcasses, pardon. Leurs moutons au niveau du bâtiment, au niveau de l'appartement, là où le mouton a séjourné pendant 24 heures, c'est là où ils vont égorger alors qu'il y a encore plein d'excréments du mouton à côté. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 4 jours après le sacrifice, et puis des cages d'escalier qui ont été souillées par les excréments du mouton, par le sang et par beaucoup d'autres choses ne sont pas encore nettoyées. Oui, c'est vrai qu'on voit les excréments. Il y a même encore l'odeur du mouton qui est là. L'odeur, elle persiste. Hein, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il faut peut-être réfléchir à l'avenir sur un autre mode de gestion de ce sacrifice. Pourquoi pas encourager la création de petites entreprises qui viendraient carrément à domicile faire le travail, nettoyer, etc. On a mis en place des applications pour se transporter d'un endroit à un autre. On a fait des applications pour commander des produits et les ramener à domicile. Pourquoi pas des start-up ou bien des applications qui seraient là pour assister, parce que moi je ne suis pas un professionnel ni du dépeçage du mouton, ni de la découpe du mouton. Pourquoi ne pas mettre en place des petites start-up, des petites équipes, j'allais dire à l'image de ces petites équipes de la protection civile qui interviennent, des petites équipes qui seraient rémunérées par les prestataires, ça revient. Les gens dépensent chez les bouchers, ailleurs, etc. Vous savez, il y a les abattoirs. Chez des gens. Il y a les abattoirs, on peut aller peut-être que les abattoirs ne sont pas toujours pratiques. Mon idée serait de créer des petits abattoirs mobiles qui iraient de quartier en quartier, parce que j'imagine très mal les gens qui n'ont pas déjà des possibilités de transport, qui ont eu du mal à ramener leurs moutons du lieu d'achat jusqu'à la maison, partir, et puis l'afflux qu'il y aurait au niveau des abattoirs en un espace très court. Vous avez tout à fait raison, parce que les abattoirs sont pris d'assaut. Démultiplier ça, et ça crée de l'emploi, ça crée des start-up, ça crée des entreprises, même conjoncturelles, pourquoi pas, c'est peut-être, je rêve, mais c'est peut-être la solution. Mais il faut rêver. C'est peut-être la solution, il faut que les gens y réfléchissent. Il faut rêver. Sur le plan, comment l'organiser, c'est un plan pratique. Oui, c'est un plan pratique. Mais l'idée, elle est là. Mais à mon avis, l'idée, elle est là. Et les gens se déplacent. Et à un moment donné, il y avait aussi des petites entreprises qui s'étaient créées pour faire des nettoyages à domicile. Mais j'ai vu par exemple, là, juste à côté du siège de la télévision, il y a quelques jours, j'ai vu un jeune qui avait sa petite camionnette, qui c'était lavage auto, pratiquement à domicile. Voilà. Et j'allais te dire ça aussi. Et je le regardais, il est venu, il a installé son matériel, il a ouvert sa petite, petite camionnette, et il peut nettoyer les voitures à sec, pratiquement avec de petits moyens. Alors, pourquoi ne pas prévoir c'est dans la même idée
des équipes qu'on peut réserver avec des applications sur des horaires, etc., etc. On n'est pas obligé de tous s'égorger. Ça, c'est 3 jours, hein, l'Aïd, c'est 3 jours. Voilà, on peut s'organiser, réserver, et puis que les choses soient faites proprement, et que le sacrifice, le dépeçage, le vidage, l'éviscération et la découpe du mouton se fassent par des professionnels. Et on éviterait moins d'accidents pendant ces périodes-là, de gens qui utilisent très mal les couteaux, alors, les il y a haches, etc. le problème d'hygiène d'abord. Et les accidents. Et les accidents, on a vu beaucoup de gens être blessés. Tout à fait. Pas parce qu'on n'est pas bouché. On n'est pas bouché, on n'a pas les outils qu'il faut. On n'a pas les outils, ça serait bien de laisser les professionnels faire Voilà. leur métier. Et- Mais quitte à payer, c'est pas... Et puis voilà, bon, voilà. Ouais. Et puis en payant, je gagne sur mon temps, sur mon repos, sur beaucoup de choses. Ouais. Et sur Beaucoup de gens sont l'hygiène très aussi. fatigués, Sur c'est l'hygiène. vrai. Alors on revient à la consommation du mouton, à ce qu'on doit faire, justement, surtout les jours de l'Aïd. On oublie, je disais tout à l'heure, on oublie les légumes alors qu'ils sont très importants pour accompagner les fibres. On oublie aussi les fruits. On a tendance à oublier tout ça et en consommer trop de limonade. J'avais c'est fait pas une bien. réflexion avec des amis en leur disant notre ministère du Commerce, à juste titre, à juste raison, impose un planning de permanence des... Ça, c'est bien. Alors, c'est très bien, ça semble marcher de mieux en mieux, d'année en année, mais j'ai comme l'impression que les marchands de fruits et de légumes ne sont pas très concernés par cette opération-là. On a les supérettes, on a les grandes surfaces, mais allons faire un tour là où il y a les marchés, Les marchés, c'est de vrai que Ferrando, les- etc., où les fruits et légumes, c'est pratiquement fermé. Et donc, celui qui veut avoir suffisamment de fruits et de légumes pendant les périodes de l'Aïd doit les acheter quelques jours avant. Et pour les acheter quelques jours avant, il faut qu'il ait les Les conditions moyens le de pouvoir les stocker. conservation. Si j'achète moi mes légumes 4 ou 5 jours avant avec la canicule qu'il fait, 4 ou 5 jours après, au moment de l'Aïd, ça commence à flétrir et ça commence à se c'est plus dégrader, le même y compris, légume, y compris plus pour les le fruits, même fruit. sauf si on achète un melon ou une pastèque qui ont cette qualité de pouvoir se conserver dans un endroit Ah, frais un endroit. jusqu'au moment où on les ouvre. Voilà. Mais donc voilà, donc les marchands de fruits et de légumes ne sont pas encore bien impliqués dans ce dispositif de permanence. Et c'est un peu dommage. Et Je crois que c'est un problème tendance à- d'approvisionnement. il y a peut-être les marchés de gros ne fonctionnent pas, et c'est pas normal. Peut-être que les arrachages et Ne la se font récolte pas, peut-être, oui. ne se fait pas pendant toute cette période-là. Et voilà. Le Et donc, ça prend un légume est certain quand même nombre- un produit qui est frais, qui est périssable, il faut l'arracher. et qui est périssable. Même, Bon, voilà. même lorsque il vient à maturité au niveau des jardins, il devrait être cueilli à un moment bien précis et on ne peut pas attendre 3 à 4 jours pour le cueillir. On ne peut pas le laisser monter en fleurs ou bien monter en tige. Sinon, le légume ne serait plus un bon légume. Hein, voilà, je parle de la fenouil, je parle de la salade, Ah, etc. fenouil, Si elle n'est pas cueillie courgette, quand il le faut, elle va monter en fleurs et la courgette va continuer à grossir pour devenir une énorme courgette et ainsi de suite. Voilà. Donc il faut faire, je suis entièrement d'accord, il faudrait réhabiliter pendant cette période de Ramadan les fruits et les légumes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Améliorer, voilà. Mais sinon, les dernières recommandations qu'on donnerait aux citoyens, surtout une semaine après l'Aïd, c'est de revenir rapidement aux Alors légumes. évidemment, je pense à ceux que hier, on a qui n'ont repris- pas les moyens de réfrigération, à ceux qui n'ont pas les moyens suffisants longue de conservation. congélation. Je pense vraiment à eux parce qu'avec les périodes de canicule, on ne peut pas se permettre voilà. Il faut donner la priorité notamment à cette viande que nous avons en surplus et essayer de la consommer, d'étaler sa consommation au maximum, autant que faire se peut compte tenu des moyens que nous avons et partager. Vaut mieux la partager que en tomber malade. Oui. Ou alors Certains ne se rendent- jeter parce que elle n'était plus Certains ne consommable. se rendent pas compte, mais la consommation, un excès de protéines est très néfaste. On en parlera après avec Oui. le docteur néphrologue après, qui viendra nous Oui, parler. mais c'est certainement les mais spécialistes vous l'excès le diront. de Mais protéines. il faut bien comprendre que les choses doivent se voir aussi dans le temps. Lorsqu'on parle d'un excès, ce n'est pas l'excès sur une journée ou la 2 journées qui Ouais, pose non, problème. c'est, C'est un excès sur une période de moins 20 à 25, 20 à un mois.
oui, là on commence à ressentir les effets soit d'une restriction, soit d'une consommation qui dépasse un peu les recommandations. Juste quelques recommandations pour la canicule en termes de nutrition. Déjà, boire. Boire, on le sait. Mais aussi les aliments, les bons aliments. Donc, les bons aliments, les mauvais aliments, je vais commencer en disant éviter les jus. Donc, il vaut mieux consommer les fruits tels quels. C'est mieux. Les fruits tels quels. Je citerai uniquement un petit exemple, que c'est devenu un exemple que je cite très souvent. Consommer une orange ou une banane, c'est déjà bien, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais si vous voulez transformer ça en jus, il va falloir 4 fois plus de bananes, 4 fois plus d'oranges. Et donc, forcément, vous allez consommer plus de fruits pour un petit verre de jus, et avec moins de bénéfices nutritionnels, avec moins de fibres, parce qu'on a tendance à éliminer la fibre. Les gens qui consomment les jus n'aiment pas beaucoup voir la fibre flotter dans le jus, et puis la fibre là, a été déstructurée par l'opération mécanique de pressage. Et puis, puisque vous avez utilisé 4 fruits au lieu d'un seul fruit, vous allez avoir 4 fois plus de sucre. Et non pas le sucre d'un seul fruit, mais le sucre de 4 fruits. Et si vous comparez votre verre de jus de fruits avec le verre de soda, vous allez avoir pratiquement la même quantité de sucre. Et ça, c'est pas bon. Donc, vaut mieux privilégier les fruits tels quels, il y en aura pour tout le monde, que de les transformer en jus. Vous serez obligé de diluer avec de l'eau pour avoir plus de quantité et satisfaire tout le monde. Puis surtout, aller vers les melons, les pastèques qui sont très bons. De saison. Ouais, il reste de saison. Jamal Mkhancha, on termine. Oui, bien sûr. Par quelles recommandations, quels conseils on consommer donnerait? de l'eau, bouger. Surtout, hein. Bouger. Voilà. Allez, Bouger. faut bouger. Manger de la viande, profitez-en. Ne la laissez pas se perdre, mais profitez-en de manière sainement. Et puis, faites-la bien cuire, surtout. Et puis voilà. Et puis, si vous en avez beaucoup, offrez-la à d'autres qui n'en ont pas. C'est mieux. Et moi, je vous rends vos micros. Parce que ce chiffre est alors, tu lanceras un appel pour ceux qui arriveront à le prononcer ce nombre-là sur ta page Facebook. On va chez les mathématiciens. 2 puissance exponentielle 72, et puis on verra. Ouais. Merci beaucoup, Jamal Mkhancha. Et puis, je peux te laisser ça. Ah, d'accord, ouais. Je vais le laisser. De temps en temps, c'est le nombre de microbes qui se multiplient en 24 heures. Très bien. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci, bonne journée. Je vous offre une chanson bien du terroir. Qui m'a dit Abdelwahab Stanji.
جيتني الخليلة يا دليلة بنوريكو أنا لي دليلة يا مقيل العطار يكون لي مقيلا لو علمت البكاء يرد الحبايب لبكيت حتى يصير جسمي نحيلا لبكيت حتى يصير جسمي نحيلا. Très beau clip de Abdelwahab Sanji qui joue tous les instruments. Et c'est bien grâce. Et c'est lui qui a enregistré la chanson. Il a joué la percussion, le violon, le oud, la voix. Oui, c'est original. Ah, c'est excellent. C'est parfait. Aïdik Mabrouk, d'abord. Docteur Moussaoudi Ismaël, Zoher. Voilà. Et que tout le personnel de la télévision Constantine, et bien tout le peuple algérien. Inch'Allah, Taïd ou Zid, Inch'Allah, Inch'Allah. encore une fois. Et puis, bien, on vous fait appel, bien sûr, parce que d'abord, il y a deux événements. Nous sommes de plein pied en été, même si officiellement l'été, c'est le 21 juin. Mais avec cette chaleur, nous sommes pratiquement en été. Et bien sûr, le mouton, avec tous les bienfaits qu'il y a autour de lui, puisque c'est un élément de la fête, C'est une le fête, mouton. oui. Voilà. Mais il faudrait que ça reste comme ça. Il ne faut pas. Faut pas trop en consommer. On nous dit, trop en consommer, c'est pas bien. Ne pas en consommer du tout aussi, c'est pas bien. Exactement. Ce que les gens ne savent pas. Exactement, Ismaël, c'est la période de l'Eid el-Kbir. Là, c'est l'événement, le sacrifice des moutons, l'Eid al-Adha. C'est la période de grande consommation de la viande. Il faut dire que la viande, elle est nécessaire pour la bonne santé, pour le fonctionnement de toutes les cellules de l'organisme. Il ne faut pas en abuser, mais en face, il ne faut pas ne pas prendre de viande, même chez les malades qui ont des maladies, notamment la maladie rénale. Voilà, grosso modo, Alors, c'est vrai que l'introduction. le rein est l'élément essentiel autour, parce que c'est vrai que d'abord, il est petit, il est fragile, il faut en prendre soin. Il est silencieux, il s'exprime très peu, il est très très important. Le rein, il reçoit tous les produits, si vous voulez, ou les éléments de dégradation du métabolisme, il filtre le sang, il équilibre les solidités et l'eau dans l'organisme, et il sécrète des hormones. D'érythropoïétine pour l'anémie, et il active la vitamine D pour la solidité des os. Le rein, il a un rôle central dans notre organisme. Oui, c'est vrai. Mais beaucoup de gens l'oublient des fois, mais le rein est essentiel parce que ce qu'il fait comme fonction, vous l'avez donné le chiffre la dernière fois que vous êtes venu, le nombre d'opérations qu'il fait en 24 heures est impressionnant. Ouais, il filtre pratiquement 180 litres de sang chaque 24 heures. C'est aux alentours de 30 cycles. Il filtre le sang, la totalité du sang, pratiquement 30 fois. Ouais, en 24 heures. Il faut rappeler qu'une machine, une machine de dialyse, elle n'en fait, je crois que 12 heures par semaine. Par semaine, voilà. Donc c'est tout le travail qu'il fait pour le corps. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Exactement. Il ne faut pas lui donner trop de protéines, ni pas assez. Il faut lui donner. Pourquoi je dis c'est les protéines? Parce que la viande, c'est en ce moment la consommation de viande, surtout excessive, le fait travailler encore plus, parce que lui, il est là pour filtrer, pour réguler tout ce qui est... Ismaël, il faut rappeler une chose, que la viande, 100 grammes de viande, contient 25 grammes de protéines. Elle contient beaucoup d'eau, les 2 tiers de la viande, pratiquement c'est de l'eau. La viande contient aussi des minéraux, comme le phosphore. Même un excès de phosphore altère la fonction rénale. Et les 25 grammes de protéines, pourquoi on consomme de la viande? Puisqu'il y a des protéines et on a besoin d'acides aminés. La digestion, elle dégrade la viande et elle donne à l'organisme des acides aminés et à travers la transcription cellulaire, on a besoin d'acides aminés pratiquement pour tout l'organisme. Il faut dire que l'insuline est une protéine. Oui,
d'abord. Les enzymes, c'est des protéines. Oui. Les protéines jouent un rôle dans la réparation des cellules, la régénération cellulaire. On ne peut pas s'en passer des acides aminés à travers l'alimentation, parce que l'alimentation ramène les 9 acides aminés essentiels que l'organisme ne peut pas synthétiser. Voilà. Et il faut dire aussi que en cette période de l'Aïd, on dit le choix. Et oui, les grillades, c'est salé. C'est salé, donc ça demande beaucoup plus d'eau. Oui, oui, exactement. Voilà. Il faut manger, le premier jour, on ne peut pas s'en passer. Il faut prendre le choix, mais il faut éviter de mettre beaucoup de sel. Ouais. Surtout chez les malades qui ont déjà de l'hypertension artérielle. Les recommandations, c'est 5 grammes par jour. Je pense que les premiers jours de l'Aïd, on en consomme beaucoup. Il faut essayer de mettre moins de sel. Voilà. Et manger 2-3 jours de la viande n'altère pas la fonction rénale. L'altération de la fonction rénale, c'est la consommation quotidienne et excessive de protéines. Les recommandations chez les sujets sains, c'est aux alentours de 1 gramme par kilo et par jour. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pèse 70 kilos, il a le droit à 70 grammes de protéines. On va dire la viande, pour 100 grammes, c'est 25 grammes de protéines. C'est-à-dire on peut prendre 150 grammes, 200 grammes, un écart de régime. Et pour les gens qui ont des maladies rénales, c'est en fonction du stade de la maladie rénale. Ça dépend, oui. Ça dépend, surtout les stades avancés, il faut un petit peu réduire. Et quand on arrive la lej'alha, le stade terminal, chez les sujets qui font de la dialyse, au contraire, il faut augmenter la dose des protéines. Les reins ne fonctionnent plus. Et la dialyse, elle fait perdre des protéines. Alors, il faut augmenter l'apport quotidien aux alentours de 1,2 grammes par kilo et par jour. Voilà, grosso modo. Très bien. Alors, quand on dit aussi les protéines, c'est pas seulement dans la viande. Exactement. Les œufs. Les œufs, c'est excellent. C'est excellent. Voilà, les protéines dans les légumineuses, les protéines végétales. Oui. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une assiette équilibrée. Notre régime méditerranéen, algérien, il est excellent. C'est le meilleur. Le hummus, le loubia, les tomates, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'eau, soleil pour la vitamine D. C'est-à-dire il faut avoir toujours une assiette, même les jours de l'Aïd, une assiette équilibrée. Il ne faut pas oublier les légumes, les fruits, modérer le sel et prendre suffisamment d'eau. Pourquoi? L'apport en eau permet l'arrivée du sang à l'aise au niveau rénal. La filtration va se dérouler le plus normalement du monde et on va éliminer l'excès de toxines type l'urée, la créatine et les produits de dégradation des protéines, l'acide urique pour éviter les crises de gouttes. L'eau est très importante les jours de l'Aïd. C'est important. L'Aïd, pas seulement l'Aïd, mais surtout en cette période de chaleur. Voilà, exactement. Voilà, donc on sait aussi que le corps a besoin d'eau et il ne faut pas attendre jusqu'au sentiment de soif. Voilà, dans les périodes de grande chaleur, le minimum c'est 2 litres à 3 litres, la persudasion, la transpiration, il faut prendre en quantité, il faut avoir, à côté des sanitaires, l'accès aux sanitaires propres est important, surtout pour les gens qui travaillent, il faut avoir sanitaire pour pouvoir partir vider leur vessie. Alors l'apport quotidien doit être le plus important, on va dire, possible. Il ne faut pas prendre 10 litres, mais 2-3 litres. 2 litres, c'est quand même assez recommandé en cette période de chaleur. C'est vrai. Puis, et il faut dire, il ne faut pas s'inquiéter si on boit beaucoup et on va trop aux toilettes. Il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est un fait, c'est un truc naturel. Voilà, c'est un truc naturel, c'est un signe de bon fonctionnement rénal, on va dire. On va contrôler juste l'hypertension, le diabète. Il faut signaler qu'il ne faut pas prendre beaucoup de soda. Éviter le soda. Il faut Tout à l'heure, le nutritionniste recommandait de ne pas prendre de jus de fruits, c'est pas bon. Parce qu'il vaut mieux, il privilégie le fruit. On préfère le fruit sans jus. Voilà. Et puis, il faut prendre peut-être un verre de gazou, de limonade, mais pas 2 litres, 1,5 litre par 24 heures, c'est énorme. Et les gens, on a cette fâcheuse habitude de consommer trop de limonade. Mais en été, avec une forte chaleur comme les 2 derniers jours, il y a une petite canicule, il faut de l'eau.
faut de l'eau. Et il faut de l'eau pour tout le monde, pour nos enfants, les sujets âgés qui ressentent plus la sensation de soif, et pour tout le monde, qu'ils soient malades ou sujets sains. Ça évite les infections, ça évite la cristallisation, c'est-à-dire élimination des cristaux, élimination des bactéries et le bon fonctionnement rénal. Un bon débit rénal à travers l'apport d'eau suffisant permet d'assurer une bonne fonction rénale. Voilà. Très bien. Et surtout, pour se protéger de la chaleur, ne pas s'exposer au soleil. Ça, c'est autre chose aussi. Voilà, il faut éviter de sortir dans les moments de pic, entre 10h et 11h du matin jusqu'à 16h. Une petite remarque pour les sujets âgés, Oui. le hujjaj qui يروحوا المسجد, il faut qu'ils s'habillent en tenue claire, mettre un chapeau et ramener une petite bouteille d'eau à la main. Comme Quand moi. vous le faites, vous, Voilà. maintenant, oui, vous avez votre petite bouteille. Et c'est bien, ça, Exactement. c'est une bonne habitude à prendre, c'est avoir de l'eau à portée de main. Voilà, pour les gens qui ont une maladie rénale, surtout pour les sujets dialysés, il faut éviter de sortir les périodes de grande chaleur parce que l'apport en eau, pour eux, il est réglementé. Il ne faut pas qu'ils boivent beaucoup pour éviter les complications, notamment les pics hypertensifs et les OAP, c'est-à-dire la remontée de l'eau au niveau pulmonaire. Voilà, ça c'est pour les sujets dialysés. Il faut éviter de le sortir. dialysé, c'est un peu C'est c'est spécifique. spécifique. C'est pour dire pour les saluer, leur dire ça comme il faut qu'ils évitent de sortir les moments de grande chaleur. Voilà. À éviter. De préférence, sauf obligation. Parfois, on est obligé Sauf pour de aller sortir. faire la dialyse. Et s'ils La peuvent dialyse, ou faire des éviter. achats. C'est pas la peine. Voilà. Il vaut mieux éviter. De préférence. De préférence. Partir tôt le matin ou là en fin de journée. Allez, c'est idéal. recommandé, mais là, c'est vrai qu'il faut éviter le soleil. Il est bon, c'est la bonne vitamine D. 10 on en a minutes, besoin. 10 minutes. Mais 10 minutes suffisent. J'allais dire combien de temps. Non, j'ai 2 heures de temps. Toute la matinée, c'est énorme. Voilà. Oui, c'est deux petites phases à éviter, c'est de 10h à 15h, on va dire 16h. 16 heures, voilà. Sinon, au petit matin, je pense qu'il y a assez de fraîcheur. On peut partir faire nos courses et rentrer rapidement à la maison. Voilà. Ça, c'est pour la chaleur. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a aussi tendance à oublier de se rafraîchir. Pas seulement pour boire. C'est pour essayer de se mettre de l'eau, de se barbouiller. C'est pour faire descendre la température. Exactement, prendre des douches, éviter les douches chaudes, les douches avec de l'eau tiède. En fin de journée, 1 à 2 fois par jour, je pense qu'il y a de l'eau. On voit qu'il y a de la disponibilité de l'eau. L'eau est disponible. Voilà. Il faut se rafraîchir, il faut boire, il faut manger équilibré. Et voilà. Alors, manger équilibré en été, c'est un peu plus difficile. On parlait bien sûr avec la viande, hein, mais en été, il faut privilégier les repas légers et surtout de prendre des aliments où il y a de l'eau. De l'eau, surtout les légumes, les fruits, le pastèque, c'est excellent. C'est excellent, vous le recommandez. Et puis, il faut éviter trop de grillades. Il faut C'est en ce moment, il y a des les salades froides, je pense que c'est meilleur. Mais de temps à autre, c'est permis, c'est normal. Mais ne pas abuser. Sans- C'est toujours, là, on revient, l'abus, il est mauvais, et tout l'eau, attention. Voilà, pour les soupes Voilà. chaudes, je pense systématiquement les gens ياكلوش الحمص ولا العدس في الصيف. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais on peut le prendre en salade. En salade, voilà. Ah bon, oui, loubia en salade, ou adès en salade, ou des lentilles, Je des pense pois qu'on commence chiches. à voir Et je crois que oui. Enfin, vous savez, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet, on voyage. L'accès, l'accès aux recettes est encore. Exactement. Voilà. Et la chaleur et l'hypertension artérielle, c'est. Oui, la déshydratation du corps peut entraîner des pics hypertensifs. Okay. La recommandation, c'est toujours pour le sujet hypertendu, avec des HTA sévères, la modération du sel, très très importante. Il faut bien boire, il faut éviter de sortir dans les périodes de grande chaleur. هذه ما فيهاش ça c'est pour tout le monde. العيد الشوا الملح. الملح وقلنا هاي c'est الملح, vrai que le c'est sel. risqué, c'est une période de fête. Il faut la garder une fête. Tu connais une fête. Voilà, on évite les accidents inattendus qui restent, c'est-à-dire marqués, qui traumatisent les gens. Très bien, ça c'est pour les hypertendus, on dit. Mais certains utilisent ce sel qui est spécial
pour les. Lâche l'attention. Je ne sais pas, je pense Je crois que c'est comme les sucres, c'est comme l'aspartame, il ne faut pas trop. je ne peux pas me prononcer à 100%, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des études, les certificats nécessaires pour dire que c'est du sel qui augmente pas, qui ne fait pas d'effet sur les chiffres tensionnels. Moi, je ne connais pas aussi. Voilà. Mais certains, ils disent l'attention. Il est bon, il est à base de potassium. Oui, potassium est important pour le corps, pour les reins, on en a besoin. Oui, le pour la maladie rénale chronique, il y a une culture qui dit qu'il ne faut pas prendre des fruits quand on a une maladie rénale chronique. Il faut dire que la maladie rénale chronique évolue en 5 stades évolutifs. Le stade 1, 2, 3, il faut en prendre parce que le potassium, il a une très très bonne action, une protection rénale et cardiovasculaire. D'ailleurs, il y a une nouvelle molécule qui va rentrer en marché, elle épargne le potassium, elle laisse le potassium dans l'organisme, dans les premiers stades de la maladie rénale, qui donne un excellent bénéfice sur la préservation de la fonction rénale. Au stade avancé, au stade pré-dialyse, quand le rein n'arrive plus à éliminer le potassium, là, ça devient dangereux. Mais les premiers stades, bien au contraire, un fruit est très bénéfique pour les malades et pour la bonne santé rénale et cardiovasculaire. Voilà. C'est vrai que le potassium, on en trouve dans les fruits essentiellement. C'est la substance divine, on la qualifie. Voilà, mais elle est importante. Elle est importante. Il faut toujours conseiller le néphrologue, il faut passer voir le néphrologue chez les malades ayant une maladie rénale, pour qu'il leur explique la maladie, qu'est-ce qu'il faut prendre, les quantités, la façon. Je pense que le passage est très important. On parle de néphronutritionniste. C'est vrai qu'il y a des spécialités. Alors en médecine, qui arrivent. Alors, on est en train de voir, mais c'est bien. Bien sûr. Parce que il y a quelques jours, ici, on parlait de pédopsychiatrie. C'est bien de la psychiatrie chez les enfants. Là, en néphro et nutrition, ça va de pair. On aurait dû vous ramener tous les deux. On aurait dû peut-être pas faire passer les deux, vous et M. Mkhancha, en même temps. Parce que les conseils que l'on donne sont... la bonne santé, elle est liée à la bonne alimentation. Voilà, même la discipline de le néphrologue préventif, c'est la toute dernière des spécialités de la néphrologie. D'ailleurs, la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé, avec la Société internationale de néphrologie, ont bien annoncé la maladie rénale, c'est une priorité de santé mondiale. Et avec les recommandations de sensibiliser sur la maladie rénale, son caractère silencieux, l'intérêt du dépistage et l'accès équitable pour tout le monde aux moyens de dépistage précoce et de prévention. Ça, c'est vraiment une économie de santé. Et l'objectif, toujours, c'est de préserver la fonction rénale, parce que la maladie rénale chronique à son stade ultime, c'est un vrai fardeau. C'est un problème de santé publique, d'abord, exactement. Il faut le dire. C'est une maladie qui bouffe le budget des caisses d'assurance maladie. Autant préserver nos reins pour le confort de vie personnel, de la famille, l'entourage et toute la société. Voilà. Et bien préserver les reins, c'est pas seulement boire de l'eau, mais aussi bien manger et faire manger équilibré, faire de la marche, éviter la cigarette. Et oui. Surtout la marche, l'eau, manger équilibré et le dépistage précoce chez les diabétiques, les hypertendus, l'excès de poids. On voit beaucoup d'excès de poids chez nos enfants et ça, c'est un problème aussi. Alors, c'est vrai que là, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'association des néphrologues en Algérie. Ça serait bien aussi qu'elle étende son champ d'action. Vous êtes l'un des éléments qui bataillent pour ça. Hein? Oui, c'est l'ère de la prévention. Certes, il y avait une urgence durant les années 90, c'était comment faire face devant la maladie rénale chronique au stade 5, c'est-à-dire terminal. Je pense que la chose, elle est maîtrisée. L'État met tous les moyens pour c'est-à-dire offrir des soins à ces malades. Mais au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est l'ère de la prévention, du dépistage précoce chez les populations, les sujets ayant le risque de développer cette maladie silencieuse qui s'exprime très peu. Et cet organe est très très noble qu'il faut le préserver pour la bonne santé individuelle et collective. Oui, et cela passe surtout par la prévention. Alors vous insistez sur le mot prévention. Oui, dépistage et prévention. Dépistage. Bon, prévention, on a compris qu'on doit
faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit et faire du sport. Je pense, Maël, il faut une culture communautaire vis-à-vis de la maladie rénale. C'est-à-dire? C'est-à-dire le rôle des médias. Le rôle des médias est très très important. Il faut qu'on parle de plus en plus de la maladie rénale, l'intérêt du dépistage, l'intérêt de la prévention. C'est une vraie économie de santé et c'est un défi des années à venir. Alors, le dépistage, à quel moment je dois m'inquiéter? Parce que vous dites que c'est une maladie silencieuse qui ne donne pas de signes, qui ne réagit pas. Alors, à quel moment, moi, par exemple, je dois m'inquiéter? Il y a des niveaux de dépistage. La médecine scolaire pour les enfants, les malformations, les enfants qui naissent avec un rein unique. Il y a la médecine de travail. Là, on dépiste les inflammations, les glomérulonéphrite. Et la médecine de tous les jours, les diabétiques, les hypertendus. Les recommandations sont claires. Chaque année, un dépistage chez les diabétiques, les hypertendus, les sujets âgés, les sujets obèses, les sujets avec histoire familiale de maladie rénale. Ouais. Ça, un dépistage facile, c'est le dosage de la créatinine qu'il faut toujours l'exprimer en clairance, en DFG, débit de filtration glomérulaire. Recherche des protéines dans les urines. Dans les urines. Voilà. Retrouver des protéines dans les urines ne signifie pas l'arrêt des protéines, de l'alimentation. Non. Il faut qu'il y ait une perte de 1 gramme, 500 mg de protéines. Je pense qu'il faut rester toujours dans la logique de l'apport quotidien des protéines en fonction du stade de la maladie et en fonction de l'orientation du médecin néphrologue des patients. Voilà. Et l'échographie à la recherche de reins uniques, à la recherche de reins réduits de taille. C'est un examen, je pense qu'il est facile, anodin. Je pense, on souhaite bien sûr que les caisses d'assurance maladie, peut-être ils peuvent rembourser la créatinine et la recherche des protéines. Insister sur ça, obliger les gens, pourquoi pas. Dans certains pays, le dépistage est obligatoire. Parce que... Ce serait bien de faire, par exemple, à un certain âge, voilà. Au-delà de 40 ans, c'est obliger les gens à faire un bilan d'abord biologique, complet, et surtout... Rénal. Rénal, parce que... c'est l'ère de la maladie rénale. Il faut incriminer le bilan rénal, un bilan dans le bilan annuel de tout malade ayant un diabète, de l'hypertension, sujet qui est âgé, voilà. Ça, c'est très important. L'urécréatinine est c'est vrai qu'on donne, les médecins donnent ça, bon. Mais il faut toujours l'exprimer en DFG. Le débit de sang filtré par unité de sang, il dépend du poids, de l'âge, du sexe. Vous savez, nous, mettre une créatinine en un seul... moins de 11, moins de 12, c'est bon. 12, 13, 14, c'est bon. Mais on prend deux sujets. Un sujet jeune, un sujet de... 60 ans, 70 ans, créatinine 13, DFG ici c'est un stade 4, là c'est un stade 1 ou un stade 2. Et la prise en charge diffère. Il faut changer le traitement du diabète, il faut peut-être passer à l'insuline, il faut arrêter certains médicaments antidiabétiques oraux, il faut changer certains diurétiques. On peut avoir un début de fragilité des os qu'il faut compenser, on peut tomber sur une anémie. Et tout ça, au stade 3, stade de G3B, c'est silencieux. Oui, c'est vrai, on parle c'est nouveau, Ismaël. Mais c'est bien. Nous sommes là quand vous dites que nous, en tant que médias, on a un rôle à jouer dans un... Très on important. Est là pour ça. Vous savez, nous aussi, on est un service public, comme la médecine, et on est là pour prévenir et essayer de sensibiliser les gens à prendre soin de soi-même. D'abord les reins, bien boire, bien manger, mais aussi faire du sport. Voilà, je crois qu'on va rester sur ça. Et modérer le sel. On est une société qui consomme beaucoup de sel. Voilà, si on arrive à faire ça, c'est gagné. Le sel, il est aussi dangereux que ça. Le sel, au-delà de 15 grammes par 24 heures, les antihypertenseurs deviennent inefficaces. Je ne m'attendais pas l'attention, je vais faire mais ils ne disent pas que ما نصبرش على الملح. Voilà, donc on va conclure, Zoher, sur ce qu'on va dire à nos amis. C'est d'abord
prendre soin de ses reins. Exactement. Parce que c'est très important. C'est silencieux et c'est très important. Voilà. En cette période de l'Aïd, il faut manger moyennement, des quantités moyennes. Le régime zéro protéine n'existe pas. N'existe pas, il faut prendre des protéines. Quel que soit le stade de la maladie rénale, si on parle au rein, il faut bien boire, il faut accompagner la viande avec des légumes, des fruits et boire suffisamment d'eau. Alors la qualité de l'eau, juste parce que on a parlé de l'eau, mais et de sa qualité. Eau de source, eau minérale, eau de robinet, vous savez, il y a 3, 4, 5. Là, on dit qu'il faut toujours tourner l'eau, mais généralement, l'eau, un stade, quel que soit le stade de la maladie rénale, on n'a jamais vu des accidents liés à la prise d'une eau par rapport à une autre. Je pense que la quantité d'eau, elle est plus importante que la qualité. Sur la qualité, voilà. Prendre 2-3 litres par 24 heures évite les lithiases, quelle que soit la nature de l'eau prise. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des lithiases qui sont un fléau qui est très répandu. En un seul mot, prendre 3 litres, les recommandations de la Société européenne, 3 litres, évite la nucléation des lithiases, c'est-à-dire la genèse ou la formation du noyau qui donne par la suite de lithiase. L'eau, elle est centrale dans la santé générale. L'eau, elle est bonne, mais moi je recommande toujours à tous ceux que je recommande de changer les marques d'eau. Exactement, faire tourner. Voilà. Faire tourner, voilà. C'est bien de dire ne pas boire seulement une seule eau. Aussi, il faut dire que l'eau alcaline, toujours il faut remarquer le pH. Un pH supérieur à 7 est toujours bon pour la santé rénale. Il y a de l'eau, on ne va pas les citer, qui sont un petit peu acides. Donc, on préfère l'eau avec pH supérieur à 7. Supérieur à 7. Voilà. Dernière recommandation, Mazid de Chalia. Zoher Eid Kmbrouk, merci encore une fois de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous. Partager, c'est Ismaël. Wallah, c'est un plaisir de retrouver Zoher. Et puis ça nous rappelle Fethi Rabbi Rahmou. Voilà. Et puis tous ceux qui nous ont quittés, c'est un Eid aussi. Il faut nous tfakkarou, ceux qui nous ont quittés. Il faut passer au cimetière visiter les gens qui sont partis. On reste sur l'aspect fête. Voilà. Et puis, merci beaucoup, docteur Saoudi Zoher. Je rappelle que vous êtes néphrologue, mais aussi vous faites partie de l'association des néphrologues. J'espère vous en êtes là pour médiatiser vos actions, Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous inviter, vous et nos amis téléspectateurs. J'espère que nos amis à Ouergla sont prêts. Nous allons retrouver notre confrère Farhat Mouzaoui avec un très beau costume. D'ailleurs, je vais lui demander de me faire un cadeau. Je demande un cadeau, un très beau costume traditionnel de la région de Ouergla, tout ce qui me permet de saluer tous mes amis qui sont à Ouergla. Et puis voilà, bonjour Farhat, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vos invités et Eid Moubarak. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, depuis la station régionale de Ouergla, à l'occasion de Eid al-Adha, Eid al-Adha, aussi appelé la fête du sacrifice, qui coïncide avec la fin du pèlerinage à la Mecque, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, on va parler de cette Eid, des traditions ici dans la région de Ouergla, avec Madame Rouaya Aïcha et Monsieur Tamer Brahimi. Monsieur Tamer et Madame Rouaya Aïcha, Eidkoum Moubarak, taqabbalallah minna wa minkum salih al-a'mal. Donc merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Aussi, je suis vraiment très contente d'être parmi vous. Saïdkoum, kul aam antoum bkhair. Alors donc je vous souhaite bien sûr Eid Moubarak. Voilà. Alors donc on va discuter un petit peu sur les traditions de cette région. Alors j'espère vous faire part de ces traditions, oui. Merci. Monsieur Brahimi, merci beaucoup, Sahaïdkoum. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Pour célébrer cette journée déjà religieuse, beaucoup plus familiale. Donc il y a beaucoup de choses qui s'unissent dans cette journée-là. Oui, c'est vrai. Madame Rouaï, comment vous fêtez ou vous préparez cette fête de Eid al-Adha? Alors, bien sûr, l'Aïd al-Kibir ou bien l'Aïd al-Adha,
Bien sûr, c'est une fête religieuse, comme vous le connaissez. Alors donc, elle est célébrée avec une spiritualité et une forte tradition de partage et de solidarité. C'est vrai. Ah ouais. Donc, comment ça se passe chez vous, M. Brahimi? Chez nous, c'est primordial le mouton à la maison. Oui. Donc, s'il n'y a pas le mouton à la maison, c'est quelque chose qui manque, donc on se sent un peu gêné. Mais généralement, toutes les journées de cette... on l'a. Pourquoi? Parce que nous, en tant que musulmans, c'est divin. Déjà, on commémore le sacrifice de Sayyidina Ibrahim al-Khalil, qui a sacrifié son fils Sayyidina Ismaïl. Donc, c'était une vision où le bon Dieu lui demandait de sacrifier son fils. Et lui, il a trouvé son fils vraiment obéissant. Oui. Il a dit, si le bon Dieu vous demande ça, donc c'est à vous de... Donc, c'était son la fils dernière préféré. minute, voilà, au lieu de... lorsqu'il égorgeait son fils Ismaël, Sidna Jibril, il est venu avec un bélier. Oui. Il lui a dit, voilà, à la place le sacrifice de ton fils, voilà, le sacrifice. À partir de ce moment-là, nous, en tant qu'hommes et musulmans, voilà, oui. donc on fait cette journée-là. Et M. Brahim, est-ce que c'est vous qui faites comment vous fêtez ça? Est-ce que chez la grande famille ou la petite famille? Dans le temps, avant de fonder ma petite famille, donc j'étais avec les parents. Donc c'était le père, c'était le grand frère. Maintenant, j'ai ma petite maison, donc c'est moi qui égorge le mouton. Oui. Donc je l'achète auparavant 2 jours, 3 jours. On fait le henné. Donc nous avons une tradition, il faut mettre le henné sur le... Pour le les enfants front et pour les du le bélier. On prend des photos et le jour, on fait la bénédiction de Dieu, accepte le bon Dieu cette offrande pour moi et ma petite famille. Oui. Et on dit Bismillah, Allahu Akbar et on égorge le mouton. Et comment ça se passe chez vous, Aïcha? Eh ben, les préparatifs, de toute façon, comme toutes les familles algériennes, c'est bien sûr une fête vraiment importante pour tout le monde. Et on est bien sûr, on devrait bien sûr faire entrer la joie à la famille, bien sûr, en achetant, c'est tout à fait normal, le mouton, ça c'est sacré. Le père de famille, c'est lui qui s'en occupe. Des fois, bien sûr, on l'achète une semaine avant. Il y a même des gens qui l'achètent, c'est-à-dire... un mois ou 2 mois. Oui, voilà. Tout dépend des conditions de l'habitat, bien sûr, là où ils vivaient. Donc, l'essentiel, c'est que on le ramène à la maison. C'est la joie de toute la famille. C'est pas uniquement les enfants, mais même nous, les femmes et tout, etc. C'est vraiment une joie de voir, bien sûr, chez nous, bien sûr, un mouton. Alors donc ce mouton, on le prépare, c'est-à-dire on lui donne à manger, c'est tout un rituel. Bien en fait. sûr, Oui. on prend soin de lui. Alors donc s'il y a des enfants encore dans la maison, c'est encore plus, c'est-à-dire comme il vient de dire M. Brahimi, la henna c'est sacré, donc Oui. automatiquement on va lui faire, bien sûr ça fait partie des coutumes. Oui. Alors donc il y a même avant, on le fait sortir avec les voisins pour Oui. voir le plus robuste. Oui, c'est alors vrai. donc c'est vraiment la joie avant bien sûr l'Aïd. Alors donc le père de famille, c'est lui qui s'en occupe. Nous, chez nous, c'est toujours le père qui va égorger. Il va apprendre à ses enfants, une fois qu'ils deviendront jeunes, ils vont bien sûr prendre la relève. Oui, oui. Parce que le plaisir, c'est de l'égorger, c'est-à-dire chez nous, sans attendre un boucher ou bien... C'est vrai, c'est vrai. Alors, En fait, donc, c'est la sunna. Hein. Oui, bien sûr. Alors donc, même le père, et bien sûr, il se prépare pour ce jour-là. Alors donc, c'est un plaisir.
Oui, c'est Alors vrai. le sacrifice, c'est pas bien sûr pour le bon Dieu, la joie de la famille. Alors donc lui, il se prépare bien sûr pour égorger, nous les femmes. Alors donc bien sûr dans nos traditions, c'est la joie, bien sûr on prépare aussi toutes Des plats les traditionnels, ustensiles en fait. pour aider le père de famille. Bien sûr, il va trouver tout le nécessaire devant lui, bien sûr. Et puis, il y a une coutume qui est vraiment formidable. Et je la fais moi-même, je la faisais. Alors, donc, jusqu'au jour, ce jour-là, c'est on faisait le brour. On prend bien sûr la bkhara, bien sûr, elle est connue de toute façon. On allume avec la bonne odeur au moment En fait, où c'est le père... l'odeur de l'encens qui est répartie dans la maison. Exactement, avec bien sûr le sourire, la joie, tout le monde essaye de voir comment ça se fait, l'ambiance, bien sûr. Alors donc, vraiment, c'est quelque chose de formidable. Merci. Monsieur Oui. Brahimi, parlez-nous un petit peu d'un souvenir. De souvenir, avant de parler de souvenir, j'allais vous dire, ce jour-là, cette journée-là, j'ai laissé les enfants déjà préparer les brochettes, etc. Oui. On a déjà mangé les brochettes déjà avec le foie, etc. Le melfouf, on dit le melfouf. Donc c'est le premier. Donc Oui. on le mange. Après, j'ai laissé les enfants travailler les brochettes, etc. Ça, c'est entre parenthèses. Moi, c'était un bon et mauvais souvenir. Donc, dans le temps, le papa, il a ramené un mouton, il était un peu grand. J'étais le courage de la famille. Elle a dit, allez, toi, toujours courageux, pour l'attraper. Donc, il m'a renversé, il m'a déchiré. Bon, juste un petit bobo, mais c'est un beau souvenir, donc, qui C'est m'a pas marqué. quelque chose de grave, j'espère. Voilà. Vous n'avez pas eu quelque chose de grave. Non, juste un bobo et on riait, on rigolait. Donc, c'est pour montrer mon courage devant mes frères, etc. C'est le plus essentiel. Donc, on va voir un petit peu les vœux de l'Eid et on revient pour continuer notre débat. بمناسبة عيد الأضحى مبارك أهنئ عائلتي عائلة غضواني وجميع الشعب الجزائري عيد الأضحى مبارك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقدم تهانية لكامل الشعب الجزائري وخاصة عائلتي يعني العروسي وصحة عيدكم وكل عام أنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقدم أحر التهاني إلى كل الشعب الجزائري وإلى عائلتي وإلى جميع أصدقائي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية عيد سعيد وأتمنى لحجاجنا في البقاع المقدس حج مبرور وسعي مشكور. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقدم كل تهاني إلى الشعب الجزائري وإلى عائلتي. صحة عيدكم كل عام أنتم بألف خير وأتمنى نصر أصحاب شعب فلسطين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة وأهنئ عائلتي بن عبد الله وأهنئ الشعب الفلسطيني وربي ينصرهم إن شاء الله. صحة عيدكم كل عام أنتم بخير. نقدم تحياتي الأهل تاعي عائلة مهيريس. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهنئ كافة الشعب الجزائري وعائلتي الملقبة بمعروف وخاصة أصدقائي لحسن وحسين وبكر وحمزة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهنئ عائلتي وجميع أصدقائي عائلة مسعودي وعائلة فتيتة وجميع أصدقائي عيدكم مبارك ونتمنى الغزة إن شاء الله أنه يفرج عليهم ربي إن شاء الله. أهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الأضحى المبارك وأهنئ العائلة الكريمة صغيرا وكبيرا والناس ورجلاء. أتمنى إليكم عيدا مباركا وإلى كل عائلة عريش وإلى جميع الجزائريين. عيد مبارك لكل أصدقائي ولعائلة قادري وعيدكم مبارك سعيد. ونهنئ أشقائنا في الخليج بحلول العيد المبارك والسلام عليكم. Donc voilà, نقول لكم صحة عيدكم. Madame Aïcha, Oui. et vous allez nous parler un petit peu d'un souvenir
que vous avez avec Eid al-Adha? Les souvenirs, bien sûr, nous, surtout les femmes, je me rappelle, bien sûr, avec mes sœurs et tout. Vous savez, nous, le drame, c'est comment laver, bien sûr, les abats, bien sûr. Alors vous savez... J'ai pensé que c'est oui. les cas. Oui, bien sûr. Alors donc, on balance, bien sûr, celle qui va, bien sûr, laver, parce que il y a ma sœur qui, elle voulait pas le faire, donc, puisque je suis l'aînée, c'est toujours moi, c'est toujours comme toutes les familles algériennes. Oui. Alors donc, il y a une fois, je me suis dit, je vais pas, bien sûr, le faire ce travail. Elle a été obligée, bien sûr. Quand on ne veut pas faire quelque chose, vous savez, on le fait de n'importe comment. Oui. Alors donc, automatiquement, vous savez, bien sûr, pour bien laver les abats, il va falloir, bien sûr, faire très attention à ça. Alors donc, elle a bâclé un petit peu, puis voilà, ça y est, j'ai terminé. Et puis une fois, quand on a préparé le déjeuner, alors donc, on sentait, bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Oui. Alors donc, à ce moment-là, la dispute commençait. Pourquoi tu as fait ça? Alors moi, je ne sais pas, etc. Alors donc, heureusement, bien sûr, il y a toujours... un plan B. On peut tout de suite, bien sûr, rattraper la chose. Vous avez été puni ou non? Non, parce que c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ma soeur. On dit que c'est la cadette qui paye toujours, voilà, c'est ça? Exactement. Alors donc, automatiquement, le travail, bien sûr, les tâches ménagères, vous savez, c'est toujours... C'est un point qui laisse, bien sûr, les sœurs se disputer à tout moment. Par contre, chez nous, c'est la petite fille qui le fait. Bizarre. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a un peu marqué, M. Farhat? Un souvenir avec un mouton. Avec la famille ou avec les amis ou... Non, pas vraiment, mais c'était ma mère. Une fois, elle était petite. C'est une histoire اللي حكتها لي خالتي روزا اللي نقولها صح عيدك. Donc, elle a fait sortir le mouton. Elle était petite, donc هرب لها. C'était le drame chez la famille. C'est vous, c'est le sauveur, c'est ça? Non, c'est elle. C'est la maman. Elle l'a rattrapé, voilà. Oui, elle a rattrapé le mouton. Voilà, mais un souvenir qui m'a vraiment, non, pas vraiment. Il n'a pas pu aller loin. Hein? Oui. C'est pour ça. Voilà. Les mamans sont toujours fortes. Hein? Oui, et courageuses. Oui, courageuses, voilà, exactement. Monsieur Brahim, que représente-t-il Eid al-Adha pour vous? Pour moi, l'Aïd, déjà, c'est l'union familiale. Oui. C'est beaucoup plus familial, c'est divine. D'abord, c'est avec le bon Dieu. Si on sacrifie, ça veut dire qu'on se rapproche pour le bon Dieu. Demain, lorsqu'on sera chez le bon Dieu, il y a le Sérat. Lorsqu'on égore, c'est le Sérat qui nous épargne de beaucoup de châtiments. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'était la famille. La famille, donc lorsque je vois mes enfants bien habillés, tout contents, en train de manger, etc., je leur donne de l'argent. La maman aussi, on fait un baiser sur sa tête, c'est une bénédiction. Tout le plaisir, c'est ça. Et après, c'est autre chose. En fait, c'est l'union. C'est l'union qui fait plaisir. C'est l'union paternelle, familiale. Oui, c'est penser aussi aux pauvres, bien sûr. On leur offrant, bien sûr, des cadeaux. Comme vous le savez, bien sûr, le mouton, il est divisé en... Il y a toujours un tiers qui est destiné pour, bien sûr, comme en tant qu'aumône. Oui. Donc, automatiquement, il va falloir penser. Il y a même des personnes qui achètent des moutons à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'en acheter. Alors donc, nous, le plaisir, bien sûr, de sacrifier ce mouton pour le bon Dieu, comme il vient de dire, bien sûr, M. Brahimi. Donc, satisfaire le bon Dieu. Et en plus,
nous satisfaire aussi. Et encore, quand on offre un petit morceau à quelqu'un qui n'a pas pu acheter le mouton, Ça fait plaisir, alors donc ouais. ça fait vraiment un plaisir. Donc vraiment, l'Aïd al-Adha pour nous, c'est vraiment c'est le regroupement, C'est le partage. bien sûr, c'est le partage. Alors donc c'est la solidarité, c'est la famille, c'est l'ambiance. Alors donc, comme il vient de dire aussi, la grande famille se réunit, la joie aussi. bien sûr, il va C'est falloir vrai. bien sûr voir ça. Alors les enfants, les sœurs, les frères, alors tout le monde est enthousiasmé de de ce l'Aïd. Alors Surtout il est la vraiment... veille, hein. Ah oui, La veille, il y bien a sûr. toute. Hier, il y avait tout un monde Voilà. à la maison en train de Oui, préparer. c'était le henné, c'était les Exactement. femmes qui préparaient un petit peu, qui faisaient le C'était un ménage. suivi de Voilà. la veille. Voilà. Aujourd'hui, c'est Voilà. la continuité. Voilà, c'est vrai. Donc c'est ça qui marque un petit peu, c'est le regroupement, c'est le partage aussi. Oui, le partage Oui. aussi, c'est surtout ça. Il y a aussi ce jour-là, je voudrais bien sûr c'est-à-dire parler de ça, c'est que le père de famille, M. Brahim, sûrement, il connaît cette... bien sûr, c'est la sunna, parce que je vois mon mari la faisait. Alors donc, c'est avant, c'est-à-dire il reste la journée de l'Aïd à jeun, il jeûne, Oui. jusqu'à ce qu'il égorge égorge bien le sûr le mouton. mouton. Alors donc, et puis il va interrompre bien sûr son jeûne avec un morceau de foie. Oui, et Alors c'est le donc, premier qui le oui, mange. voilà, Ouais. et il le mange. Alors donc automatiquement, c'est déjà, il fait très, c'est-à-dire cet acte Cette sunna. pour lui, c'est comme il vient de dire, c'est la sunna. Donc pas question de prendre quoi que ce soit C'est vrai. avant de faire ce geste-là. Parlons du manger. Oui. Donc, quel est le plat préféré في عيد الأضحى, M. Brahim? Le matin, c'est beaucoup plus le méchoui. Ça veut dire les brochettes, etc. C'est-à-dire on commence déjà la journée par ça. Après, nous, c'est la bekbouka. Je sais pas En fait, comment... la matinée, vous faites du La méchoui. matinée, la D'accord. bekbouka, donc c'est un mélange des entrailles, du mouton, etc. Il y a des gens qui le font sur grillade, et des familles le font sur un plat. Et après, c'est le couscous. C'est le jour du couscous. Nous, la journée de l'Aïd, c'est le couscous. Ben, avec de la viande. Après le le déjeuner. Le D'accord. déjeuner. Donc Oui. ça se passe par le méchoui, après la bekbouka, et on termine avec le mouton, et après c'est la taille, etc. La nuit, c'est autre chose. Oui, eh bien, nous, c'est un peu différent de M. Brahimi. Oui. Alors, En donc, fait, chaque foyer a ses oui, traditions. Bien sûr, à ses oui, traditions, chacun, ouais, justement, bien sûr, on va d'habitude. faire part, bien sûr, de nos Bien sûr, traditions. voilà. Eh ben, c'est C'est ça des partages, l'objectif voilà. de l'émission, Voilà. d'ailleurs. Exactement, Alors, donc, chez nous, bien sûr, la première des choses, c'est que après, bien sûr, l'égorgement du mouton. Alors, donc, on commence par prendre, bien sûr, le foie. Alors donc, on le met comme melfouf. Alors donc, pour nous, on va commencer la journée avec, bien sûr, du thé et melfouf. Alors donc, on prépare le thé ainsi que le melfouf. Et vous savez comment ça se passe avec la graisse, bien sûr, du mouton. On fait sécher. On fait des brochettes et tout. Et ça, c'est là où chaque maison, chaque famille le font. Oui. Ça, c'est le bon matin parce que une fois le mouton égorgé, alors donc, ils vont pas terminer tout de suite. Ils nous donnent, nous les femmes, de préparer bien sûr le foie Il y a un et temps le pour faire. sécher, Voilà. c'est-à-dire, il sèche. Donc Oui. non, même ils Même n'arrivent pour pas. vous aussi, Voilà. voilà. Nous on prépare avec le thé. un C'est comme petit temps bien de sûr repos. C'est la grande fois, voilà. c'est le casse-croûte, voilà, ce qu'on Ouais. appelle. Hein. Alors donc automatiquement, et puis ça sera le tour bien sûr de la bokbouka. Alors donc c'est les abats Oui. avec une sauce réduite et tout. Ça c'est pour le déjeuner. C'est après on va la laver et tout, etc. Il y a bien sûr, on va commencer d'abord pour préparer le déjeuner avec bien sûr les abats. Avec c'est presque la même hein, presque, dans le territoire Donc, c'est algérien. le Alors couscous. donc voilà. Ensuite, il y a le bouzlouf à la tête du mouton. Bien sûr, nous, vu bien sûr même, c'est-à-dire la chaleur ou pas,
automatiquement, on va flamber bien sûr la tête du mouton, on va la nettoyer et tout. Pourquoi faire? Pour bien sûr la préparer pour le dîner. Ah, d'accord. Le déjeuner, c'est la bakbouka, bien sûr. Et le dîner, ce sera le couscous avec la tête. Oui, voilà, c'est le dîner. Alors, donc, avec la tête de, bien sûr, du mouton, c'est bien sûr une sauce rouge. Alors, donc, il y a. Mais maintenant. Tout dépend de la famille, des familles, parce qu'il y a un changement. Il y en a ceux maintenant qui préfèrent le mettre au four, etc. Mais je parle bien sûr de la majorité, bien sûr, des familles. Le bouzlouf chez nous, c'est le deuxième jour. Exactement, voilà. même le troisième, etc. Voilà. Donc, même le troisième, on le laisse. Voilà. On le laisse, bien sûr, je disais, maintenant ça a changé. Alors donc je parle des vraies traditions, vous voyez. Donc maintenant, c'est la plupart, alors donc c'est, comme il vient de dire, c'est les grillades et les grillades, il aime bien les grillades. Alors donc, voilà. Donc il y a une différence. Mais dans les grandes familles, là où il y a bien sûr la grand-mère, le grand-père et tout, et bien sûr le rythme il est encore persiste encore. شهيتونا في الماكله. Exactement. مازال ما وصلناش للبكبوكه. Voilà, on va le ramener. On est invité chez lui. Bien sûr, soyez bienvenus. Bienvenue. La porte est toujours ouverte pour les invités. Merci. On termine l'émission et on va directement. On va voir les vœux chez la famille de Younes et on revient juste après. بمناسبة عيد الأضحى حبيت نقدم تحياتي القلبية لإخواننا الجزائريين والعائلة بن شيخة في أرجاء الوطن، الجزائر العاصمة، ورقلة وتقرت. عيد مبارك، كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم الصحة والهنا. أتمنى عيد أضحى مبارك لكل الجزائريين وخاصة ولاية ورقلة وعائلتي عائلة بن شيخة. أتمنى لكم عيد أضحى مبارك إن شاء الله. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نتمنى الخير والبركة للشعب الجزائري وأنه يعيد في صحة وعافية، وأتمنى الخير لكافة الأمة الإسلامية، ولا ننسى إخواننا في غزة من أنه ربي يكشف عليهم هذه الغمة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يفوت علينا بالصحة والهنا وعلى كافة الأمة العربية والأمة الإسلامية الجزائرية. بالأخص قدمت تهاني إلى عائلتي عائلة عارف. نهنئ جميع الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك، وأتقدم بكل التهاني إلى عائلتي وأحبتي وأصدقائي بعيد سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، وهنئ إخواننا في غزة بعيد سعيد إن شاء الله. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أقدم تهانية للشعب الجزائري المسلم، وأقدم تهانية لكافة الأمة العربية. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتمنى أن يمر على الأمة الإسلامية بخير، وأن عاد علينا وعليكم بالصحة والهناء، عائلتي بن شيخة. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. نتمنى أن يفوت العيد إن شاء الله بخير. Voilà, donc la famille Ben Cheikha, Saha Aïdkom, Younes, mon ami, Saha Aïdek. On revient à notre débat. M. Brahimi et Madame Aïcha. Donc ça nous a un petit peu mis fin d'avoir parlé sur... Bien sûr, quand on parle bien sûr surtout de la viande et tout ça. Hein. Alors, on a déjà la salive. Voilà. On a l'eau à la bouche. Donc je voudrais bien savoir, est-ce que vous pensez que les jeunes Algériens comprennent encore bien le sens de cet Eid al-Adha, ce Eid al-Adha là? Là, c'est une très bonne question, M. Farhat. Ça, c'est avec nos enfants. Nous, nos parents, nos grands-parents, c'était un message. Maintenant, c'est à nous de lancer un message pour ces enfants-là de la nouvelle génération. N'ont pas une idée sur ce qui se passe vraiment. Pour lui,
c'est une journée, ça passe. Ce n'est pas comme nous que c'est une journée vraiment qu'on s'attache beaucoup. On l'attend. C'était plus lié à la religion. Oui, mais je pense, M. Brahimi, ça c'est notre rôle, non? Très bien. Parce que tout simplement, un enfant, bien sûr, on doit l'éduquer bien sûr à ce genre de gestes. Oui. Parce qu'un père qui néglige, ou bien par exemple, il ne donne pas de l'importance à ce genre bien sûr, de fête, c'est tout à fait normal que son fils ne va pas lui donner de l'importance. Mais c'est à nous de, bien sûr, de leur, bien sûr, introduire ça dans leur tête, en leur racontant, bien sûr, en leur parlant de toutes ces fêtes, les traditions, aller visiter nos proches, voilà, il y a de hasanat, parce qu'on devrait faire ceci. Oui. Alors donc, c'est à nous de leur, bien sûr, faire comprendre que ce n'est pas une journée comme les autres. Alors donc, le papa, bien sûr, regroupe, parce que, je reviens toujours à mon mari. Alors mes enfants, alors il exige à ses enfants d'aller là où il va le jour de l'Aïd. Oui. Très bien. Eh bien oui, pour leur faire connaître déjà la famille, pour bien sûr produire des liens, bien sûr des liens. Alors donc la famille, parce que si le papa visite son oncle, ou bien je ne sais pas, il prend sa voiture et puis il s'en va, bien sûr le jeune, il ne va pas se casser la tête. Alors donc, il leur demande bien sûr de s'habiller avec des habits traditionnels. Alors donc, même eux, maintenant, pour eux, c'est automatique. Oui. Parce qu'ils savent que le jour de l'Aïd, on doit porter la baya et tout, etc. Après, le deuxième jour ou bien le troisième jour, tu peux porter. Alors donc, si vous remarquez, nos enfants maintenant, même s'il est jeune, on lui porte la abaya. Alors donc, il va bien sûr habitué à voir ce genre. Il trouve un charme incroyable en plus. Alors donc, avec le chèche et tout, il sent qu'il y a quelque chose de différent par rapport aux journées, aux autres jours. Alors donc, voilà. Donc, pour aller fêter, bien sûr, bien aller souhaiter Eid Mubarak, ils se regroupent tous. Ils partent chez leur la grand-mère. Et puis non, parce que Allah yarhamhum, bien sûr, ils sont décédés. Mais avant, c'était dans la même maison. Nous étions tous, chacun de, bien sûr, chaque famille devrait, je dirais bien, devrait ramener ses enfants, ainsi que le mouton, et on va les égorger tous ensemble. Voilà, c'est ça. Alors donc, c'est la solidarité et c'est l'ambiance familiale. Et en plus de ça, les enfants se familiarisent. Hein? C'est mon cousin, il est proche et tout, c'est comme ça. Alors donc, c'est notre rôle. Donc, si on délaisse, c'est-à-dire ce genre de, bien sûr, de gestes, automatiquement, l'enfant, il ne va pas se casser la tête. C'est le tarahum. Alors donc, voilà, c'est plus intéressant il faut enseigner à nos enfants que l'Aïd al-Adha, ce n'est pas uniquement manger de la viande ou bien de connecter, hein, parce qu'il va falloir échanger, bien sûr, je sais pas moi, les souvenirs, les vœux, etc. Voilà. Alors donc, il va falloir aussi faire connaître que il y a quelqu'un de la famille, un vieux, je ne sais pas, il ne peut pas bouger ou bien il ne peut pas, bien sûr, se déplacer. Il va falloir aller chez lui. Alors donc, lui présenter les meilleurs vœux ou bien sûr... D'ailleurs, parlons des vœux, c'est bientôt la fin de notre intervention avec Alger. Donc, est-ce que vous avez des vœux pour votre famille, madame, brièvement, parce normal, on a été pris par le temps, hein. Non, par le sujet, tellement il est intéressant. Voilà, donc, vite passé, voilà, présentez vos vœux, madame. Alors donc, je présente mes vœux à ma famille, à ma petite famille, mon mari, mes enfants, bien sûr, chacun de son nom, et ma mère. Bien sûr, je lui souhaite, bien sûr, l'année prochaine, Inch'Allah,
elle sera au pèlerinage, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin. Alors donc, ainsi que la famille de mon mari, la famille Xan et la famille, bien sûr, Rouaï. Alors donc, et mon petit-neveu, Adam, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier l'Aïd les deux portent le même nom. Hein. Même le premier neveu de la famille, c'est un Adam. C'est Adam. Voilà. Donc, je pense que Adam, il est répandu dans l'Algérie en entier. Alors donc, voilà, et merci pour... je vous souhaite la population algérienne, Inch'Allah, bien sûr, Eid Moubarak à tous les Algériens. Merci. Et en particulier les gens de Ouargla, bien sûr, sans exception. Voilà. Et merci pour l'émission. Barakallahu fikoum. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Madame Aïcha. Monsieur Brahimi, les vœux. Je vous remercie pour cette invitation. J'étais très content d'être avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, je lègue mes vœux pour ma maman. Prend rétablissement, elle est malade. Donc, mes frères, Mohamed et Amr, leur famille aussi, Hamidi, leurs petits-enfants, c'est toute une famille. Mes sœurs, Sadia, Zohra, Saouda et Rebah, leur mari aussi, Lawes, Gouesmia, Ben Adli et Bourras. Toute la famille. Et toute la famille Brahimi. J'ai oublié mes sœurs, je m'excuse mes sœurs. Alors, donc, on leur souhaite une très bonne fête à vos sœurs. Mes sœurs et mes frères aussi. Voilà. Quant à moi, chers téléspectateurs, je présente un petit peu. J'ai écrit directement les vœux parce qu'à chaque fois j'oublie. Donc je présente mes vœux de l'Aïd à ma famille, les Mouzaoui et les Moussaoui, à ma mère, mon père, mon frère, ma sœur et notre petit Adam. À mon cher Khali Krimou, Khaled et Rachid, Khalti Rosa, Tata Jdiya, Tata Fahima Laqroun, Tata Farida Bougra, Majda Zalani et Monsieur Badis, Mokhtaria Ben Mariam et Ibtissam Rouabah, Keltoum Ben Cheikh et tous mes collègues de l'EN TV, à mes amis, tous sans exception, parce qu'il y en a tellement. Voilà. Et une bonne fête à Fahima Laqroun et toute la famille Hathout. Ma famille, les Jaroun, les Shmakh et les Rabrab. Une bonne fête de Eid et à notre caméraman Reda Bashi qui est nouveau avec nous et à toute l'équipe technique, le réalisateur Faisal Lawar, notre Hamid Bendadi. Voilà. Bonne fête, Keltoum et toute l'équipe de l'EN TV. Oui, qui c'est ma belle-fille. Rapidement, madame. Ma belle-fille, bien sûr, Asma. Bien sûr. Voilà. Et à Keltoum Hasni qui vous a contacté. Oui. Donc voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, et je vous dis صحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير. بس تفهمي منت بس أقول لنا اتجاه الهمة تصندس فيه الجنة جلتي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء من النخيل مطافس فالسند يلا بيتلام تنري موهبتنا وانتي سستولام جنات تسكالي ترهمت الصغمانين جنات تسكالين درهمت الصغمانين الذي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا لك وتننا تسنزنا راه من الطاف سفوسيا نمدا جانت ديننا انت دغن وانا الطاف العاجنك صوتا سينجا جانتك لنا قصتي سنولا تسيلي لنا نتقل سافلا سنار دفي وتداوم مستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتك هاتي سلات
تاسيل ونافنتات ميدان الدونات. بلاد الخير وردة في الصحراء، بلادنا نحبوها وحنا نردوها. تاريخ جدود عمرو ما يموت، بلاد بن مهيدي والشيخ حمود. من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن. أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تيزارن. هاتي فينا غدرارا أفول صراطنت. لعنيني وديان أسوار ومسند. سنة دفة وغديوة نستن منك تسريوة. ما كان اللي وصارا هاني مغارا دلياطا. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'ambiance et surtout très belle chanson avec toutes mes amitiés à tout le personnel de la station régionale de Ouargla et notre confrère Farhat Mouzaoui qui nous a agrémenté de beaucoup d'informations avec ses invités. Et puis c'est une petite rallonge de l'Aïd, bien sûr. Je rappelle que vous êtes en direct depuis 8 h du matin avec le Bonjour d'Algérie à partir de l'est du pays et du sud. On a fait la première partie à Constantine, la dernière partie à Ouargla. Et puis je reviens juste sur le sommet. On a parlé un peu de nutrition, du comportement, bien sûr, avec le docteur Zoher Messaoudi qui nous a dit comment se comporter avec les protéines, notamment en cette période de l'Aïd et avec cet excès de viande après l'Aïd al-Adha. On a parlé aussi de nutrition avec Jamal Mkhancha et surtout au bon comportement et attention, les microbes, il y en a tellement. Et voilà, c'est un chiffre imprononçable, on n'a pas pu le lire, il faudra bien que quelqu'un nous le lise. Et après, avant, on avait commencé avec le dispositif mis en place par l'ensemble des éléments de la protection civile, justement pour préparer d'abord la saison estivale, préparer et puis surtout sensibiliser sur les accidents de la circulation routière. Malheureusement, il y en a eu beaucoup durant les fêtes de l'Aïd. Et enfin, bien sûr, le dispositif mis en place pour lutter contre les incendies de feux de forêt. Et attention, là aussi, on rappelle aux citoyens qu'ils doivent faire très attention, notamment sur l'utilisation des barbecues près des forêts, puis des zones sensibles, là où il peut y avoir des incendies et des feux de forêt. Voilà, c'était le programme complet de ce Bonjour d'Algérie avec une petite virusudiste qui nous fait beaucoup de bien. Je crois qu'on va essayer de faire ça le plus longtemps possible de temps en temps. Ça nous fera beaucoup de bien. Je remercie Sarah Ikhlef qui a réalisé ce Bonjour d'Algérie en compagnie de toute l'équipe de la station régionale de Constantine et nos amis de Ouargla. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous bien très bientôt, Inch'Allah. D'ici là, bien tenez-vous bien. Bonne fin de journée.